Bon, je voulais dédier cette soirée, vous ne savez pas, certains le savent, très peu. Reste, nos activités ont commencé ici comme collectif malgré tout. C'était le collectif malgré tout qui était un collectif formé par des intellectuels, des militants, des artistes, il y a très longtemps, pour essayer de relever un défi qui était le défi de comment penser l'agir, les compromis et l'engagement dans la complexité, n'est-ce pas? Parmi les membres de ces collectifs-là, fondateurs, il y avait François Gess, entre autres, bon, il y avait Edith Charlton. Edith Charlton, qui était donc membre fondatrice, elle est décédée il y a très peu de temps. Alors voilà, je voulais dédier cette soirée à Edith, bien entendu, qui était voilà, auteure, militante, artiste, beaucoup d'autres choses. Alors voilà, je me souviens juste, pour ceux qui l'ont connu, sont peu qui l'ont connu, mais je me souviens la première fois qu'on a présenté un bouquin de la découverte ici avec Edith, coécrit avec Edith. Edith était artiste, pour gagner l'argent était top modèle, chose qui était quand même assez particulière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas énormément de top modèles dans la militance. Mais elle ne faisait pas des conférences, elle n'écrivait pas des livres. Alors, elle avait écrit un livre avec moi, un premier livre avec moi. Et quand on a dû faire la présentation, on est allé au bar du coin, comme on fait toujours. Et elle a bu un verre de je ne sais pas quoi, 2 verres de je ne sais pas quoi, parce qu'elle n'osait pas venir. Et bref, elle a fait la présentation absolument pompette. Alors voilà, je me rappelle de cette première fois où Edith a fait sa présentation ici. Voilà, c'est ça. Autrement, comme annonce, j'ai des annonces à passer. Le collectif, malgré tout, en ces moments un peu difficiles que traversent nos sociétés différentes, n'est-ce pas? Avec des liens en Italie, en Argentine et ici, le collectif essaye d'apporter quelque chose un tout petit peu du côté de l'engagement, de la pensée, de la pratique, de la complexité. Et donc, on a décidé de relancer les activités des collectifs en tant que collectif. Ils ne sont jamais arrêtés, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir ces activités style moderne dans collectifmalgrétout.net. Vous pouvez voir nos activités, c'est ça? .com. Excusez-moi, collectifmalgrétout.com. Et une de ces activités auxquelles je vous invite aussi, c'est il y a un séminaire qu'on fait tous les mois avec Bastien qui est là. Et ça se passe à Montreuil. Bon, vous pourrez voir ça aussi sur le site du collectif. Voilà, ce sont les sujets que nous développerons un peu artistes ce soir. Mais bon, voilà, c'est pour dire un peu qu'on répare, quoi. Et sinon, un remerciement particulier à celle qui a traduit les livres en français. Vous savez, ceux qui sont plus habitués, vous savez que François Gess est vraiment celui qui a écrit tous mes bouquins. Pour un souci d'humilité, il met mon nom, mais c'est lui qui écrit tout. Alors ces bouquins, c'est un peu un miracle parce que je l'aurais écrit en espagnol, il serait sorti en Argentine et en Amérique latine chez Païdos, il est sorti en Italie, et quand il est arrivé sur le bureau de François Gess, il a dit « c'est mal écrit ». Et alors, même ces bouquins, qui étaient déjà sortis donc en Argentine et en Italie, il est quand même écrit par François Gess. Et avec l'aide coupable de Véronique Prion qui est par là. Voilà, merci beaucoup. Et bon voilà, je passe la parole au chef. Voilà, pour introduire rapidement donc, cette soirée autour du livre de Miguel, qui, je le signale, est en vente au bon soin de la librairie Gallimard, juste là, à l'entrée ou à la sortie. Voilà. En introduction, je présenterai donc nos intervenants. Donc, Giuseppe Longo, qui est mathématicien, épistémologue, directeur de recherche au CNRS, à l'École normale supérieure et au Collège de France. Non, c'est le labo qui est... Ah, le labo, bon, d'accord. Enfin, bref, voilà. Donc, beaucoup de titres, bon, qui réagira tout à l'heure après l'intervention de Miguel. Et Valeria Gardino, qui est philosophe, chargée de recherche au CNRS et spécialiste de la cognition.
Je ne me trompe pas. Voilà. Donc deux éminents experts qui auront beaucoup de choses à dire, je pense, sur l'approche de ce livre. Donc que j'introduis rapidement avant de passer la parole à Miguel. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre vraiment très original, c'est qu'il prend à bras le corps un problème qui nous préoccupe tous, quoi, qui est cette espèce d'invasion de la technologie qui nous cerne de tous côtés, de la numérisation du monde, de toutes ces choses-là, et qui nous fait... on ne sait pas très bien par quel bout le prendre, quoi. Et surtout quand on entend dire que les chefs de Google et les chefs de Facebook sont des transhumanistes, qui financent des recherches incroyables en neurosciences, en intelligence artificielle, pour créer l'homme augmenté de demain, le cerveau augmenté de demain. Enfin, c'est des choses qui font un peu froid dans le dos quand on voit la puissance de ces entreprises et surtout le rôle qu'elles jouent dans notre environnement quotidien. Donc on est largement cerné par des boîtes dirigées par des gars qui, vu de loin, quand même, ont l'air de sacrés cinglés. Et donc, et qui ont les moyens de leur folie, et qui financent effectivement des recherches dans ce sens-là. Donc ça, bon, c'est une façon de prendre les choses, il y en a beaucoup d'autres, mais ce qu'il y a, c'est que, ce qu'on voit, c'est que face à cette réalité, face à cette inquiétude qui naît, finalement, on a un éventail de réactions qui est des plus limité, parce qu'on a l'impression que tout ça nous dépasse, et donc au mieux on réagit de façon avec les armes de l'éthique, de la morale, en disant ben non, c'est peut-être pas bien, il ne faut pas que la technique aille aussi loin que cela, qu'on fasse des hommes augmentés, qu'on fasse des cerveaux branchés sur des machines, donc là il y a des limites à respecter de la vie, mais finalement on n'a pas beaucoup d'autres éléments que des croyances, une morale qui s'appuie sur des choses souvent très anciennes pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. So what? À partir du moment où on est déjà tous dedans et qu'on ait cette technologie, on est avec, on peut pas y échapper. Et donc entre les technophobes et les technophiles, entre les moralistes et les cyniques, est-ce qu'il y a vraiment aucune voie? Et précisément, oui. Enfin, à mon avis, c'est ce que apporte le bouquin de Miguel qui va nous expliquer, c'est qu'en plongeant les mains dans le cambouis des vraies neurosciences, aussi bien en sciences biologiques qu'en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui essaie de mimer les mécanismes du cerveau, quand on met les mains dans ce cambouis-là, c'est un cambouis extrêmement complexe, hein, au plan scientifique et technique, et qu'on les frotte avec de la philosophie, on peut arriver à dégager des pistes très intéressantes pour expliquer comment vivre ce que tu appelles une rupture anthropologique. Alors peut-être tu pourrais commencer par là, parce que rupture anthropologique, ça paraît un peu énorme, justement. Est-ce que c'est pas très inquiétant? Enfin bon, donc voilà, que tu nous expliques le paysage tel que tu le vois, et comment on peut y faire face. Bien, merci beaucoup. Alors, oui, au fait, je vais présenter plus ou moins brièvement pourquoi est-ce que j'ai travaillé sur la recherche sur le cerveau dans l'hybridation avec les machines digitales. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça, n'est-ce pas? Et après, bon, pour les commentaires, je laisserai Valéria et Giuseppe qui ont eu la gentillesse de vouloir être les premiers commentateurs. Et pour reprendre là où François il introduit, je pars d'une hypothèse qui est une hypothèse quand même aujourd'hui grosso modo acceptée par tout le monde, c'est pas une hypothèse très osée, c'est le constat de que notre humanité est en train de vivre une troisième grande révolution, rupture anthropologique. Pour comprendre d'une façon rapide ça, il s'agit de comprendre comment ces trois différentes couches vont agir d'une façon déterritorialisante, décorporisante, non? C'est-à-dire comment petit à petit l'humanité va s'engager dans une voie d'un certain progrès, pas dans le sens téléologique, mais un certain progrès qui va dans un sens d'une déterritorialisation. Alors bon, je m'explique un peu. Nous considérons, c'est par rapport au corps, non? Le rapport au corps comme expérience directe et le rapport à la conscience comme expérience indirecte, n'est-ce pas? C'est-à-dire les informations directes ou indirectes qu'on peut avoir. C'est par rapport à cet axe-là qu'on analyse ces trois ruptures. Alors on peut dire que quand l'espèce humaine, comme espèce humaine, rencontre la langue, et je dis ça rapidement parce que vous imaginez qu'il faudrait parler 30 ans de toutes les hypothèses contradictoires sur la langue, d'où elle provient, comment... Bon. Alors juste, phénoménologiquement, quand l'espèce humaine rencontre la langue, nous considérons
que l'espèce humaine, peut-être comme certains primates, comme les cochons, comme les rats, les chiens, certains mammifères quand même très évolués, pouvaient avoir accès à 5 à 7% des transmissions d'expériences indirectes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces espèces-là, certains membres en plus de ces espèces-là, arrivent à apprendre des choses par transmission indirecte, c'est-à-dire sans faire l'expérience corporelle, n'est-ce pas? Bon, quand l'espèce humaine va acquérir, pour dire comme ça, donc, la langue, on considère grosso modo, après si vous voulez, on vous dit comment est-ce qu'on calcule des trucs comme ça un peu bizarres, on considère que grosso modo, au moins 50 à 60% de l'expérience devient expérience indirecte. Avec quoi il y a une puissance incroyable, parce que vous imaginez que on n'a pas besoin donc d'expérimenter les choses avec son corps, de mettre son corps pour les savoir, n'est-ce pas? Alors 50 à 60% de l'expérience indirecte, en plus transmissible d'une génération à l'autre, et pas seulement dans un groupe, vous voyez, donc c'est une puissance énorme et un mouvement, donc je disais tout à l'heure, de déterritorialisation, de décorporisation, parce que ce n'est pas le corps qui est mis en jeu dans cette expérience-là. Quand il y a 4000 ans, grosso modo, dans la Mésopotamie, on invente l'écriture, eh bien, effectivement, l'invention de l'écriture qui permet donc de matérialiser la pensée, fait que les peuples alphabétisés passent à avoir, grosso modo, 75% de leur expérience de forme indirecte. C'est très intéressant, après je peux commenter ou pas, c'est très intéressant parce que, bien entendu, que toutes ces transformations sont des transformations que j'ai travaillées dans les bouquins par rapport à la digitalisation, sont des transformations qui transforment aussi physiologiquement et anatomiquement à chaque fois l'espèce, n'est-ce pas, dans la coévolution. Alors, il y a une chose, c'est compréhensible ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'acquiert pas l'écriture et la lecture en restant avec les mêmes cerveaux physiologiquement ou même anatomiquement qu'avant. Alors, une chose intéressante que je voulais commenter, c'est qu'on a constaté que les analphabètes d'un peuple, d'un groupe social ou un peuple, une nation, peu importe, alphabétisés, ont le même type de distribution cérébrale que les alphabétisés. Vous comprenez? C'est-à-dire que, donc, il y a là une évolution, non, qui engage le groupe, n'est-ce pas, petit à petit. Alors, bien entendu que tout ce type de mécanismes de coévolution se passe par les deux mécanismes de base de l'évolution des espèces, qui est, pour le cerveau dans tous les cas, mais pas que, la délégation des fonctions et le recyclage neuronal. La délégation des fonctions, ça veut dire que tout à coup, par exemple, ce que peut faire un autre, ou ce que je peux confier au papier écrit, n'est-ce pas, ou ce que je peux confier à la langue, je ne m'occupe plus. Vous comprenez? Alors, une délégation des fonctions, ça veut dire que, par exemple, dans la coévolution des espèces, les espèces voisines comme les chiens et l'homme, il y a beaucoup d'études, il y a un bouquin très très brillant qui est sorti il y a 2 ans sur la coévolution des chiens et de l'homme, en montrant comment les canidés pré-chiens et pré-loups, il y a une partie d'eux qui vont développer des comportements non agressifs envers les humains, et ça sera un comportement bénéficiaire pour cette partie-là des canidés, parce que les humains ils produisent beaucoup de déchets, n'est-ce pas? Et alors, ils n'étaient pas agressifs, ils pouvaient s'approcher. L'autre branche va aller vers les loups, etc. Cette branche-là, dans la cohabitation avec les humains, ils vont s'occuper de certaines choses que jusque-là s'occupaient ces pré-humains aussi, n'est-ce pas? Dont les humains ne s'occuperont plus, et vice-versa. Vous comprenez? Il y a une délégation des fonctions. Cette délégation des fonctions entre canidés et pré-humains, pour dire comme ça, est par exemple à l'origine de la possibilité de la phonation. Vous voyez, donc il y a dans la délégation des fonctions, il y a à la fois une très forte importance très forte pour les types d'évolution qui auront les espèces qui coévolutionnent. Bon, alors l'autre mécanisme est le recyclage neuronal. Alors ça c'est très simple à comprendre. Vous imaginez que les zones et les connexions cérébrales qui à partir de l'invention de l'écriture vont s'occuper de la lecture et l'écriture, et c'était pas là en train de s'emmerder. Vous voyez, c'était en train d'attendre qu'on invente l'écriture et s'occuper d'autres choses, n'est-ce pas?
Et alors, le recyclage, ça veut dire ça. Ça veut dire que dans l'apparition de nouveaux instruments, de nouvelles modes de cohabitation, de modes de vie, il y aura un recyclage des anciennes zones, n'est-ce pas, qui vont être recyclées et qui vont se développer aussi, mais qui vont se recycler. Elles faisaient quelque chose que ne le feront plus pour faire la nouvelle fonction. Bon. Ça pour dire que dans la langue comme dans l'écriture, l'humain qui va acquérir cette puissance-là, ou qui va cohabiter avec cette puissance-là, plutôt, ce serait plus correct de dire, ne sera pas le même humain qu'avant. Et la troisième grande révolution anthropologique, c'est donc celle de la digitalisation, hein, dans laquelle on considère qu'il y a des populations aujourd'hui qui ont un rapport d'information donc directe, non, dans lequel il est question d'une information qui arrive à travers les expériences corporelles situées, de 5%. De 5 à 10%. C'est-à-dire que, et en général, pas seulement cette expérience directe, elle est archi-minoritaire, mais qui plus est, en général, elle agit plutôt comme les bruits dans le système, ou comme la souffrance. Vous voyez, c'est-à-dire il y a quelque chose qui souffre et quelque chose qui dysfonctionne. Donc, ça, c'est ni bien ni mal. C'est-à-dire ça, on ne peut que constater qu'il y a cette évolution qui fait que l'espèce humaine en tant qu'espèce, de plus en plus va fonctionner à travers une expérience indirecte, une information qui n'exige pas, au contraire, comme j'ai dit, notre être au monde en tant que corps qui pense, corps qui sent, corps qui participe à la production de la pensée, etc. Bon. Alors ça, c'est un élément en soi. Bon. La révolution digitale est vraiment une révolution anthropologique majeure, c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais qui implique une sorte d'objectif et pratique de dématérialisation, n'est-ce pas? Parce qu'on va considérer que je peux modéliser, hein, je peux capturer et modéliser peu importe quoi, un être humain, le cerveau de quelqu'un, peu importe, je peux capturer par modélisation n'importe quoi ou qui, que dans les modèles, je peux absorber l'ensemble de l'information qui constitue cette personne ou cet animal, n'est-ce pas? Et que je peux la reproduire ailleurs, en la modifiant ou pas. Là-dedans, il y a quand même un principe qui est un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? Qui est le principe de que on croit que si je modélise quelque chose, à vrai dire, la chose est la vérité, n'est-ce pas? Et les modèles, ça ne se passe pas comme ça. La dématérialisation, non, qui participe de ce qu'on pourrait appeler le projet de l'homme post-organique, n'est-ce pas? La modélisation digitale n'agit pas comme un bon modèle, n'est-ce pas? Il agit, à vrai dire, et dans la tête des chercheurs, souvent, dans tous les cas, ceux qui font de la biologie moléculaire, presque toujours, il agit comme la vérité de la chose, vous voyez? C'est-à-dire que, donc, le modèle va être le sol de référence, les parterres, non, je veux dire, le sol de référence, hein, les planchers, pardon, les planchers de référence. Hein. Et on ne considère pas qu'il y a une vérité qui resterait, vous voyez, dans l'objet modélisé, qui resterait dans cet objet-là. Je ne vais pas être trop lourd, mais ça me semble que c'est un point qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on reste à penser encore dans les modèles anciens, de dire, quand je modélise quelque chose, je fais une cartographie, mais le territoire n'est pas la carte, on dit. Ben, ici, oui. Ici, effectivement, il n'y a pas plus de réalité dans le territoire que dans la carte, vous comprenez? Dans les modèles digitales comme tendance épistémologique. Alors, bon voilà, par exemple, quand j'écris le bouquin « Fabriquer le vivant » avec mon ami Pierre-Henri Gouillon, lui, il expliquait, c'est-à-dire qu'il y avait un mode, la tarte aux pommes, il disait. La tarte aux pommes, elle peut exister en tant que tarte aux pommes, elle peut exister en tant que recette, elle peut exister en tant que, vous voyez, tarte aux pommes modifiée. Bon, c'est juste, je dis ça parce que la théorie de l'information actuelle, ce n'est pas Shannon. Hein? Il n'y a pas un émetteur, un récepteur
et un support. Parce que l'émetteur, mettons que c'est Perico, Perico c'est un ensemble d'informations. Et vous comprenez, les bits qui se transmettent, c'est de l'information, et Maria qui reçoit, ce n'est pas non plus autre chose que de l'information. Donc il faut comprendre quelque chose qui est un peu contre-intuitif, un peu difficile à comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Hein. C'est que le monde de l'information, les modèles digitales, le monde de la digitalisation dominant, hein, il y a une autre utilisation du digital, effectivement, on va voir, non, mais les modèles dominants de la digitalisation, le projet de la digitalisation est un projet de construction d'un monde sans altérité aucune, sans limite aucune, sans finitude, vous comprenez? Parce que finalement, cette information va à perdre, entre autres, mais c'est central, toute possibilité de produire un sens. Parce qu'il y a du sens que pour des corps limités. Il y a du sens que pour des corps et des systèmes finis. N'est-ce pas? Or là, on est dans une sorte d'infini. Bon. Et alors, effectivement, à partir de ce paysage de la recherche scientifique, et que bien entendu vous comprenez bien comment ceci, comme par hasard, est co-substantiel avec la macroéconomie néolibérale. Hein? C'est-à-dire, vous voyez bien comment la Grèce avec les chèvres et les Grecs sont les bruits dans le système, parce que la Grèce, c'est les modèles macroéconomiques auxquels encore des parties des matières qui nous emmerdent, n'est-ce pas, refusent de coller. N'est-ce pas? Donc, les modèles méga informationnels, qui effectivement c'est la base théorique des transhumanismes, etc., il est aussi le modèle de la dérégulation totale. Hein, c'est mon ennemi Laurent Alexandre, le biologiste médecin, n'est-ce pas, que lui il dit, bon, la mort de la mort, qu'est-ce qu'on va s'emmerder de mourir, ou l'autre qui dit, avant que Pépé meure, on va modéliser son cerveau avec des algorithmes de 400 générations, donc qui vont apprendre, et donc finalement, après Pépé, il ne reste plus que l'étouffer dans la baignoire, parce qu'il est dans les disques durs, vous comprenez, il est beaucoup plus dans les disques durs, voilà. Et bon, donc à partir de ces paysages-là, je me suis occupé de quelque chose de particulier qui est la neurophysiologie du cerveau. Pourquoi? Parce que quand en Argentine, Monsanto écrase et rend stérile la moitié du pays, n'est-ce pas, avec leur délire de biologie moléculaire, des modifications, non pas seulement du génome, n'est-ce pas, mais de la Terre, n'est-ce pas, c'est-à-dire la Terre n'est plus la Terre, n'est-ce pas, c'est une Terre absolument pleine de chimie, hein, parce que la Terre, elle est morte, la Terre est un organisme vivant, dans lequel dans chaque carré de Terre, il y a des millions de micro-organismes, mais ils ne sont plus. Ils sont exilés, aussi les micro-organismes de la terre argentine et brésilienne. Alors donc, quand eux, ils veulent modifier le monde en disant rien ne va résister à la puissance de mon modèle, les gens disent ah, rien n'arrête le progrès, ou il faut bien manger, ou ils s'en foutent, quoi. Alors moi je me suis dit, mais il y a un point dans lequel peut-être on ne va pas s'en foutre tant que ça, c'est quand on arrive au projet d'augmentation du cerveau. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on le dit à quelqu'un, écoute, tu as perdu ton cœur, je te mets un cœur, patatim patatan, il dit oui. Les limites, vous voyez, avec toutes ces histoires un peu fantasmatiques, des possibilités des nanos, des cellules mères et tout ça, toutes ces incroyables fantasies autour du clonage, qui finalement n'est pas autre chose que une méthode ennuyante de se reproduire. Hein. Mais l'idée générale, c'est de dire, j'aurai un clone à côté que je vais prendre en pièces détachées. Vous voyez, bon. Autour de tout ça, les gens disent, bon, si je perds mes jambes, je serais bien content d'avoir des jambes. Si je perds mon bras, je serais bien content. Mais le cerveau, quand on arrive au cerveau, eh bien, le problème, c'est que le cerveau est le nid de l'âme, comme dirait Descartes, n'est-ce pas? C'est le nid de l'âme. Le cerveau, tout le monde s'est rendu compte que c'était de la matière, mais quand même la glande pinéale, non pas celle qui existe, non, mais la glande pinéale imaginée par Descartes, était là, n'est-ce pas? C'est-à-dire entre le cerveau et le corps. Donc le cerveau toujours était, en Occident, considéré comme
presque pas matériel, vous voyez, c'était le nid, quoi. Là, il y avait quelque chose d'autre, et là, il y avait le libre arbitre, l'amour, etc. Bon. Alors donc, je me suis dit, bon, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on s'attaque au cerveau. Et alors, ce qui se passe, c'est quand même assez paradoxal. À niveau du grand public, c'est quand même étonnant que les gens aient autant d'appétit pour des bouquins qui expliquent que si vous avez un déficit dans tel neuromédiateur, vous êtes infidèle. Si vous avez tel autre neuromédiateur, vous êtes un pervers. Ou qu'on parle de neurobiologie de l'éthique. Vous voyez, bon, c'est quand même assez étonnant parce que les gens, ils achètent ça. Ils sont ravis. Et il manque toujours une dernière page à ces bouquins-là. La dernière page devrait dire « Toi, lecteur, tu es une marionnette ». Vous comprenez? Parce que, voilà, c'est-à-dire même l'appétit pour lire ça est absolument surdéterminé par des réseaux et des neuromédiateurs. Alors donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on arrive au cerveau? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à cette idée de que finalement, on va augmenter et modifier les cerveaux? Et je me suis intéressé de deux façons. D'une façon par rapport au projet, et d'autre façon en disant ce qui est le b.a.-ba de ma recherche, de dire, comme disait François tout à l'heure, aujourd'hui on dirait que le monde des gens qui pensent à ça est divisé en deux. Ceux qui disent, fuite en avant, toute modification est bonne, il faut suivre, et les autres qui regardent l'avenir avec un rétroviseur, ils disent, oh là là, l'homme de l'humanisme. Bon. Moi, je crois que ni la fuite en avant, ni regretter l'homme d'avant n'ont aucune réalité parce que l'hybridation est déjà faite. Alors, la première partie du bouquin, j'ai voulu aussi, je me suis passé la deuxième, je ne sais pas comment tu as changé le bouquin, mais quand je l'avais écrit, avant qu'il ait écrit bien François, il y a toute une partie dans laquelle j'essaye quand même de raconter par des expériences plutôt simples, non, qui ne soient pas apparemment de science-fiction, l'hybridation tout simple du cerveau. C'est-à-dire comment nous sommes déjà hybridés, hein, alors des expériences toutes bêtes. C'est-à-dire, vous savez, nous on pense que quand on acquiert une machine, et moi je reste Miguelito comme avant, mais j'ai une machine. Bon, alors donc, voilà, on s'est basé sur des expériences faites avec deux groupes, un groupe témoin, un groupe sur lesquels on testait, des chauffeurs de taxi de Londres et Paris, par exemple. Londres et Paris sont deux labyrinthes. Non? Alors les Londoniens, ils continuaient à conduire leurs taxis et donner des sous pour l'IRA. Et les Parisiens, c'était des nouveaux chauffeurs de taxi. Au bout de 3 ans... Avec GPS. Oui, bien sûr. Au bout de 3 ans de conduire avec GPS, absolument. Les Français conduisaient avec GPS, les Londoniens non. Au bout de 3 ans de conduire avec GPS, les noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier temporo-spatialement l'environnement étaient atrophiés. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une délégation des fonctions, vous comprenez? C'est-à-dire que si je délègue la fonction, mais c'est temporo-spatial, hein, c'est temporo-spatial. Ou par exemple, j'ai voulu que ce soit des trucs comme ça, des trucs d'immédiateté, vous voyez. Par exemple, nous pouvons, grâce à l'imagerie médicale, cérébrale en particulier, voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans l'architecture cérébrale, pour le dire comme ça, quand un homme apprend à faire une fonction mathématique un peu compliquée, c'est-à-dire une racine carrée, un logarithme. Nous pouvons suivre comment les réseaux neuronaux, la migration des neurones, on peut suivre les déploiements de la complexité de l'architecture cérébrale, on peut les voir. Si le môme, il appuie un bouton et il obtient la réponse, eh bien, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Alors, bon, on a vu des expériences comme ça, et aussi, on a essayé de penser, par exemple, une autre question, la question de la mémoire. Il s'avère qu'une mémoire saine, cliniquement saine, est une mémoire qui oublie et modifie les souvenirs. Vous voyez? C'est-à-dire, une mémoire saine est une mémoire qui oublie et modifie les souvenirs. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand tout à coup, je suis dans un monde où je peux avoir soit une chip incorporée, soit à ma disposition immédiatement un disque dur, et l'oubli n'est plus possible, la modification n'est plus possible. Hein? Alors j'essayais de travailler sur ce type d'expérience et voir, montrer un tout petit peu l'hybridation aujourd'hui déjà existante.
Voyez. Cette hybridation aujourd'hui déjà existante à la fois implique que l'artefactualisation du champ biologique, pour l'appeler comme ça, le cerveau en ces cas-là, mais pas que, implique mettre au pas d'une temporalité et d'un mode de fonctionnement la biologie qui ne fonctionne pas dans cette temporalité linéaire, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas accélérer ou ralentir, n'est-ce pas, parce que, au fait, le temps comme l'espace ne sont pas pour le vivant un décor dans lequel il évolue. Le temps comme l'espace dépend du vivant, n'est-ce pas? Ou comme écrivait Poincaré, il y a autant de dimensions dans l'espace que des muscles G. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu aussi la petite histoire d'Einstein quand il dit si j'imagine un animal tellement plat, ben son espace aura 2 dimensions, n'est-ce pas? Et ce n'est pas qu'il vit subjectivement l'espace en 2 dimensions. Non, c'est-à-dire qu'il existe dans un espace à 2 dimensions. Enfin, bon. Alors, voilà, j'ai voulu travailler ça pour essayer de comprendre un tout petit peu ces phénomènes d'hybridation qui, je répète, il ne s'agit même pas d'être pour ou contre, il faut simplement les constater parce que c'est une réalité, mais qu'en revanche, effectivement, et je vais m'arrêter là-dessus, en revanche, effectivement, aujourd'hui, on est tellement ébloui par cette nouvelle puissance technoscientifique, on est tellement ébloui, elle est vraiment éblouissante dans certains côtés, n'est-ce pas, qu'effectivement, on n'arrive plus à penser que la régulation des systèmes, la limitation des systèmes, la non-prédictibilité des systèmes, n'est-ce pas, sont des invariantes nécessaires à la protection de la vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, donc, je vais finir juste avec un petit exemple, disons, pour illustrer ça. Quand on pense qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui dans les laboratoires de génie génétique, de biologie moléculaire, des nanos, tous ces projets comme ça qui sont des projets d'augmenter quantitativement la vie, n'est-ce pas? Il s'avère quand même que ce qu'on appelle vulgairement les horloges biologiques ne fonctionnent pas dans cette linéarité, n'est-ce pas? Et fonctionnent en incorporant justement un certain niveau de négativité. Ou dit d'une autre façon, pour un organisme, ça n'existait pas perdre le temps. Un organisme, un être humain, personne ne peut perdre son temps. Parce que perdre son temps, ça signifie donc qu'on est en train de soumettre notre existence à une grille d'évaluation temporelle extérieure. Bon. Alors, quand on essaye un tout petit peu de problématiser ça, ce que me répondent des collègues, des amis, des chercheurs me disent « Mais je ne comprends pas, nous on dit qu'on peut arriver à vivre 1000 ans, qu'on peut modifier notre phénotype à volonté, qu'on peut... pourquoi tu fais tant d'histoires avec les limites, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'apparais comme une sorte d'obscurantiste méchant que quand l'autre dit on va vivre 1000 ans, je dis non, 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 on va crever. Quand l'autre dit on va pas être malade, je dis non, 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 les maladies, ce sont des mécanismes de régulation. Voilà. Et alors ils disent mais quelle est la peur? Alors moi je vais dire, non pas la peur, mais l'inquiétude, hein, c'est-à-dire parce qu'ils ont peur, c'est qu'ils n'agissent pas. Et alors mon inquiétude est ce qui oriente ma recherche à voir avec quelque chose de très vieux et qui est, c'est un tout petit peu quand vous savez quand Socrate il doit avoir sa ciguë, non? Et il y a un ami, un disciple de Socrate qui est fils des riches, non? Et il lui dit, écoute, tout le monde va m'en vouloir, je vais m'en vouloir parce que j'ai l'argent et la possibilité de te faire fuir. Or, à cette époque-là, s'exiler était la pire des condamnations. Heureusement pour nous, les latino-américains, les temps ont changé, non? Et, bon, mais à cette époque-là, effectivement, Socrate dit, la réponse qu'il dit, c'est « Mais tu veux que pour éviter la petite mort, je me condamne à la grande mort. » Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il dit, la petite mort, c'est voilà, on va mourir.
Mais en revanche, si pour éviter cette petite mort, j'ai trahi tout ce que je suis, ça c'est la grande mort. Je pense quand même que nos sociétés, aujourd'hui, ils devraient essayer de penser un peu plus à ce que signifie la grande mort et être un peu moins ébloui par la crainte de la petite mort. Je pense quand même que c'est vraiment à ce niveau-là. Et ce niveau-là est un niveau de résistance au non-sens, n'est-ce pas, de l'augmentation digitale, parce qu'il dit, eh bien, il faut quand même que ça signifie quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc, juste pour passer la parole, vous savez qu'il y a l'exemple contraire, non? Et dont on discute beaucoup dans les milieux des sciences, surtout dans les philosophies des sciences peut-être, plus que dans le milieu des sciences directement, mais bon, qui est l'exemple contraire de Socrate, que c'est Galilée. Alors vous savez que Galilée, bon, c'était un rital frimeur, alors il était tellement important, bon, il avait piqué les télescopes 1, et les nefs du Vatican naviguaient avec des cartes qui dépendaient de la cartographie de Galilée. Alors donc il va au Vatican, en bravant quand même les dangers, parce qu'il se croit tellement important qu'il dit, bon, et au fait, le pape, il fait quelque chose que malheureusement les militaires argentins ne faisaient pas. Avant de vous torturer, il te montrait les instruments de torture. Non, non, ça aurait été gentil pour nous quand même de nous montrer, peut-être on aurait changé d'avis. Mais donc il montrait les instruments. Alors l'autre rital grandiloquent, il voit les instruments de torture et il dit « Ouh, la Terre, elle est au milieu de l'univers, elle n'a jamais bougé, il ne bougera jamais, buonasera. » Non? Et les amis et la famille de Galilée ont inventé qu'en sortant, il aurait dit « Et pour si muove ». Bon. Les grands débats qui existent chez les commentateurs, dans tous les cas de la philosophie des sciences, est de dire peut-être, si Galilée avait tenu bon, la science aurait commencé, la science occidentale, non, aurait commencé en laissant une place à la question de l'éthique et du sens. N'est-ce pas? Oh, c'est la faute d'Orital, alors je passe la parole à Orital. Bon, alors Valéria. Alors avant tout, je voudrais vraiment vous remercier pour m'avoir donné l'occasion d'être là aujourd'hui parce que je suis bien contente de discuter avec vous votre travail aussi. Je dois remercier Giuseppe qui m'a mis en contact avec vous. Bon, je veux dire tout de suite que ça a été un plaisir de lire votre livre. C'est un livre très riche et très complexe, pour utiliser un adjectif que vous aimez beaucoup. Je crois que comme il sera évident de discussion qu'on va peut-être avoir ce soir entre nous et avec aussi le public, les arguments qui sont touchés sont nombreux, ils sont très variés. Les noyaux du livre est philosophique, mais nous rencontrons à travers les différents chapitres les neurosciences, la biologie, la psychologie humaine et la psychologie animale aussi, l'anthropologie et enfin la psychiatrie, surtout dans les dernier chapitre. Moi je vois en deuxième partie, donc les derniers chapitres qui ont, me semble, un caractère encore plus personnel que les autres. J'avais bien reconnu que c'est aussi un livre très politique qui nous invite à nous poser des questions, à se poser des questions sur nos habitudes, sur nos croyances, de prendre position, de changer aussi, si possible, certains comportements que nous avons probablement assumés presque d'une façon automatique puisque nous sommes plongés dans notre monde occidental aujourd'hui et de le remettre en question. Donc, je vais ajouter aussi que le style de Miguel, mais je découvre ce soir que c'est le style de François, voilà. Et c'est lui d'une sorte de longue conversation, j'ai trouvé un peu ça, qui se suit avec plaisir, je répète, et où on retrouve de la notation scientifique ou littéraire. Je m'attendais Borges, donc Borges il est là, c'est clair. Mais aussi d'autres références, par exemple, ça m'a beaucoup frappé à des films très récents tels que Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah, pardon. On n'entend rien, oui. Comme ça, c'est oui, mieux. Oui, voilà. Donc je disais
on retrouve dans la notation scientifique, littéraire. Je parlais de Borges qui je m'attendais, donc il est là. Et d'autres références à des films aussi plus récents comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui, je dois dire, est un de mes films préférés. Et donc c'est là pour dire que Miguel, mais nous avons un peu parlé, et donc c'est un de ces auteurs qui non seulement veut parler du monde actuel, mais qui le vit aussi. Donc j'ai bien reconnu ça de votre livre. Donc c'est évident que dans ma brève intervention, je ne pourrais pas parler de tous les différents aspects du livre. Et j'avoue que ma tâche devient encore plus difficile vu la présence de Giuseppe Longo avec nous, qui est massivement présent aussi dans les livres, pour son travail en biologie avec Francis Bailly, mais non seulement voir ses idées sur l'écriture que je ne connaissais pas, donc merci. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement de partager avec vous certaines de pensées qui sont venues à l'esprit pendant la lecture du livre, et aussi certaines possibles questions ou critiques que j'aimerais bien soumettre à l'auteur, vu l'occasion de l'avoir aujourd'hui avec moi ici, donc avec nous. En premier lieu, le livre m'a fait penser à comment aujourd'hui, en 2016, donc à la distance de presque 70 ans, nous nous retrouvons à nous poser des questions sur la nature de notre intelligence, qui ne sont pas aussi différentes de celles que Alan Turing, qui tu mentionnes dans le livre clairement comme un génie, s'est posé dans son célèbre article qui a été publié sur la revue Mind en 1950, Computing Machinery and Intelligence, les machines qui calculent l'intelligence. J'inviterai toutes et tous à lire ou relire cet article qui est devenu célèbre parce que c'est dans cet article que Turing définit celui qui est connu comme les tests de Turing. Mais dans lequel on trouve beaucoup de questions qui sont abordées par Miguel dans ce livre aussi. En premier lieu, les questions sur la conscience. Turing présente les possibles objections à son imitation game, à son jeu de l'imitation. Et certaines d'entre elles regardent précisément la possibilité d'attribuer une conscience aux joueurs du jeu de l'imitation. Donc Turing imagine quelqu'un, par exemple, qui se demandera si une machine de ce genre pourra jamais, et je cite textuellement en traduisant de l'anglais, être gentil, être ingénieux, être beau, convivial, faire preuve d'initiative, avoir un sens de l'humour, distinguer le bien du mal, faire tomber amoureux quelqu'un, ça c'est Turing, apprendre de l'expérience, utiliser bien les mots, être l'objet de sa propre pensée, qui est très important, se comporter de manière autant différente qu'un être humain, faire quelque chose de vraiment nouveau. Donc ça, c'est un peu la question de la créativité. Donc plusieurs de ces déshabilités, comme les appelle Turing, Turing même, sont encore les déshabilités qui nous préoccupent, hein, et dont Miguel parle dans ce livre. Donc c'était frappant de retrouver les mêmes questions à cette distance-là de toutes ces années. Donc il faut dire en fait que même si effectivement les programmes que l'on appelle forts de l'intelligence artificielle n'ont jamais abouti, donc n'oublions pas qu'il y avait des objections philosophiques telles que la chambre chinoise de John Searle. L'article qui contient cette objection a été publié en 1980, donc ça date un peu. C'est tout à fait vrai qu'une certaine idée de l'esprit a été dominante et peut-être qu'elle l'est encore. Donc à ce propos, je mentionne souvent les mots de Jérôme Brunner, célèbre psychologue américain, encore vivant, qui dans son livre de 1990, Acts of Meaning, donc actes de signification, décrit la révolution cognitive qui avait éclaté dans les années 50. Et je cite textuellement, encore de ma traduction de l'anglais, l'attention à cette époque-là était sur les activités symboliques que les êtres humains utilisaient pour construire et pour donner un sens, non seulement au monde, mais aussi à eux-mêmes. Donc, et je cite encore, le but de cette révolution était d'encourager la psychologie à se liguer avec ces disciplines interprétatives homologues dans les sciences humaines et sociales.
Cela dit, malheureusement, et c'est ça que Brunner dit, c'est Brunner qui dit ça, l'accent a commencé à se déplacer dès la construction de signification au traitement de l'information. Donc, ces deux sont deux sujets profondément différents pour Brunner, et on voit qu'on retrouve ici la même distinction que vous faites entre connaissance et information. Donc ici, on parle de signification et information, mais c'est plus ou moins analogue. Brunner nous explique que ainsi, très rapidement, les calculs, les computing en anglais, est devenu les modèles de l'esprit, et à la place du concept de signification, les concepts de calculabilité est apparu. Donc, du moment qu'il y avait un programme calculable, pour lequel on pouvait quelque chose pour lequel on pouvait donner un programme, dit Brunner, il y avait aussi un esprit. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, cette idée que la révolution cognitive est devenue quelque chose comme une révolution computationnelle, pour utiliser un anglisme. Voilà. C'est ici que je voudrais quand même remarquer une tension que je retrouve dans le livre de Miguel, entre première partie et deuxième partie, entre modernité et cette idée de l'esprit ordinateur, disons. Parce que dans les premiers chapitres, vous dites, et je cite, l'hypothèse de l'essai est que quiconque touche au cerveau, touche à la pierre fondamentale de l'édifice de la modernité. Mais d'une certaine façon, c'est la révolution cognitive des années 50, avant d'avoir dégénéré une révolution de la calculabilité, disons, est un produit de cette modernité. Donc, et il me semble qu'ici, il y a une tension entre la considération, comment vous considérez la modernité dans la première partie du livre et après dans les derniers chapitres. Donc ça, c'était une tension que j'avais un peu retrouvée. Bon, je viens maintenant à quelques possibles points que je voudrais approfondir avec vous. Donc, en premier lieu, je me demande si la situation actuelle par rapport aux neurosciences est vraiment celle que vous décrivez, parce que j'espère d'être plus optimiste. Donc, d'abord, je suis certaine des critiques que vous posez sont, je trouve, très intéressantes, très motivées et très efficaces, et aussi très rares en neurosciences. Donc, par exemple, vous parlez du fait qu'il manque, souvent, il y a un manque des modèles, donc c'est vraiment la pure description, disons. On va voir ce qui se passe, voilà. Il y a des présupposés qui ne sont jamais discutés, des méthodes qui sont utilisées, l'imagerie cérébrale imprimée, donc qu'est-ce qu'on est en train de mesurer, c'est de la statistique, donc disons que c'est vrai qu'avec les manipulations appropriées, on peut aussi retrouver ce qu'on veut retrouver, disons, donc voilà. Mais c'est vrai aussi que les neurosciences n'arrivent pas encore à, et je cite, voir en vivo les fonctionnements neuronaux. Bon, si je ne me trompe pas, pour l'instant, on utilise les électrodes qui peuvent mesurer directement l'activité de neurones singuliers seulement sur les animaux, les pauvres, c'est vrai, ça c'est une autre question à discuter. Et pour ce qui concerne les humains, sur certains patients épileptiques qui les utilisent aussi pour des traitements médicaux. Et là, je ne sais pas si vous voudrez dire que ça, déjà, c'est un cas de biopouvoir par Foucault. Mais ça, c'était un aspect qui m'intéressait, que je ne veux pas approfondir quand même. Cependant, il faut dire que les neurosciences ne sont pas encore les seules à s'occuper du cerveau et de l'esprit. Surtout parce qu'il me semble, mais encore peut-être que je suis plus optimiste, que les sciences cognitives ne coïncident pas encore avec les neurosciences. Donc, il y a un travail à faire ici. Mais plusieurs scientifiques cognitifs et plusieurs philosophes de sciences cognitives ne sont pas d'accord avec le physicalisme réductionniste à la Churchland. Donc, par exemple, Ned Block a publié un article déjà en 1978 intitulé « Troubles with Functionalism », donc les problèmes présentés par le fonctionnalisme, où il présente quelques arguments contre le fonctionnalisme, les plus célèbres étant celui de l'homunculi head robot, je ne sais pas, les robots avec une population de petits hommes dans la tête qui s'occupent de ces états mentaux, mais je ne veux pas dans les détails, qui parle exactement du problème de la conscience phénoménale si on accepte le fonctionnalisme tel qu'il est présenté par Turing ou par Putnam,
Il faut dire aussi que le fonctionnalisme n'est pas forcément réductionnisme, mais je ne veux pas aller dans les détails. Vous que vous parlez de modules, donc le fonctionnalisme c'est un peu... Donc là aussi, il y avait cette question fonctionnalisme et réductionnisme qui était toujours... Mis ensemble. Voilà. Et en général, et ça c'est... Je voudrais signaler que le naturalisme n'est pas forcément réductionnisme, je crois, donc... peut-être qu'on peut rester naturaliste sans, tout en évitant, disons, les positions plus réductionnistes. Je voudrais aussi ajouter qu'il y a une tendance très récente en neurosciences d'évaluer aussi les apports à notre singularité d'autres organes qui ne sont pas les cerveaux. Par exemple, Catherine Taillon-Baudry, qui dirige l'équipe Visual Cognition Group du laboratoire de neurosciences cognitives à l'École normale supérieure de Paris, vient de recevoir un financement ERC, c'est un gros financement européen, je sais que... voilà. Pour le projet Bravius, et je cite de son site web, ce projet est basé sur un constat, la notion de subjectivité, bien que centrale pour comprendre l'esprit humain, n'est pas un concept présent en neurosciences cognitives, à la différence d'une notion comme l'attention, par exemple. Pourtant, la subjectivité est présente en filigrane dans de nombreuses études sur la perception, les émotions, les choix. Dans ces projets, je propose un mécanisme génératif de la subjectivité. Les signaux électriques émis en permanence par des organes viscéraux, comme le cœur ou l'estomac, sont relayés jusqu'au cerveau. Donc, ces signaux pourraient servir à générer un référentiel centré sur les sujets et donc servir de base au développement de la subjectivité. Expérimentalement, les projets visent à étudier l'impact des signaux viscéraux sur la dynamique cérébrale et à tester les liens avec la subjectivité. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est vient d'être, disons, démarré maintenant, mais c'est un aspect qui, je pensais, qui pourrait vous intéresser. Donc voilà pour ce qui concerne mon premier point. Deuxième point, la question de l'hybridation de l'homme et du développement des artefacts est un sujet qui m'intéresse énormément parce qu'en fait, il est très proche de ce dont je m'occupe dans ma recherche. Donc en fait, je m'intéresse précisément au degré auquel les instruments, même matériaux qu'on utilise en particulier en mathématiques, peuvent, disons, façonner, déterminer notre manière de raisonner, ou même de créer, notre manière de créer des objets abstraits même. Vous parlez dans votre livre de comment c'est important pour la mémorisation et peut-être aussi pour la compréhension que les élèves puissent recopier à la main et ce qu'ils ou elles sont en train d'apprendre. Je suis tout à fait d'accord et en fait, je vous ai demandé de m'envoyer une copie papier du livre parce que j'avais du mal à les comprendre en les lisant sur l'écran. Et c'est vrai aussi qu'en même temps, mon ordinateur est dans mon sac, donc j'ai des papiers, donc j'ai ici ma mémoire de travail, je suis sûre, et j'ai aussi ma mémoire à long terme dans mon sac, donc voilà. Donc je suis bien d'accord, ça c'est bien. Par exemple, vous faites référence à l'écriture et aussi à l'imprimerie, qui sont deux moments cruciaux dans notre évolution culturelle, et pour moi, ce n'est pas clair en quoi exactement pour vous les ordinateurs qui sont quand même qui mettent quand même une discrétisation en place, vous en parlez beaucoup, sont différents de l'écriture ou de l'imprimerie, parce que là aussi on a la discrétisation, on a quand même voilà. Donc pourquoi avec les machines nous avons réalisé une vraie et propre rupture? Parce que vous dites, bon, ça en fait l'imprimerie c'était perçu comme une rupture, mais en fait elle ne l'était pas. Mais pourquoi par contre ici je dois finalement accepter le fait qu'ici on a une rupture? Par exemple, vous avez fait référence à ça tout à l'heure, vous parlez d'un modèle comme quelque chose qui représente toujours une perte d'information, mais c'est bien aussi d'avoir dans certains cas une perte d'information. C'est quoi qui a changé avec les machines? Parce que imaginons d'autres artefacts, par exemple une carte, il nous permet beaucoup de choses, même s'il y a une perte d'information. Donc par exemple, je peux imaginer de voyager sur une carte, j'ai un problème avec ça, et je n'aurai pas aucun contact avec le monde. Donc, en quoi les machines sont différentes à ce point-là, si on peut faire ça aussi avec d'autres artefacts? Et aussi, il y a la question, mais
Troisième point, et je cherche... Bon, ça fait longtemps que, quand même, que les sciences cognitives, pour revenir à la question de sciences cognitives et neurosciences, s'intéressent à la cognition en tant que située. Donc, moi-même, j'enseigne un cours au master de recherche en sciences cognitives, au GOG Master, avec Pierre Jacob, Roberto Pesetti et Frédéric Nevignemont, que nous avons intitulé les nouveaux problèmes corps-esprit. Dans laquelle nous discutons avec nos étudiantes et nos étudiants de comment les sciences cognitives qui sont nées dans les années 50, on l'a dit, dès la répudiation du behaviorisme, se sont longtemps appuyées sur une conception computationnelle et neurocentrique de l'esprit, selon laquelle les processus mentaux sont identifiés à des processus cérébraux et lesquels sont identifiés à leur tour à des processus computationnels, donc on avait dit ça. Mais nous discutons avec les étudiants, nous essayons de faire ça, comment depuis un bon 15 ans d'années quand même, les partisans des conceptions rivales, baptisées tantôt Embodied Cognition ou Extended Mind, font valoir que la conception computationnelle et neurocentrique de la cognition sous-estime gravement en fait la contribution de l'environnement corporel et non corporel du cerveau humain à la résolution des tâches cognitives. Donc, entre parenthèses, j'ai bien aimé quand vous parlez dans les livres du prix qui s'est créé entre l'homme et la langue qu'il utilise. Parce que je crois que le terme embodied, c'est un de ces termes que je préfère ne pas traduire en français et non plus en italien en fait. En espagnol non plus, je dirais. Non. Pourquoi? Parce que tout ce que ne dérive incarné, incorporé, n'est pas exactement ce que je veux dire quand je dis embodied. Donc, disons que je vais garder les mots en anglais. Donc, disons, c'est seulement pour vous dire qu'il me semble quand même qu'il y a une tendance claire aujourd'hui. Peut-être qu'on ne va pas arriver quand même à gagner sur les neurosciences, mais vers ce type d'embodiment. Donc, voilà. J'avais beaucoup de commentaires, mais il faut que j'arrive rapidement à ma conclusion, ou non-conclusion, que vous devrez aimer en tant que non-conclusion. Absolument. Voilà. Bon, je voulais tout simplement signaler que très récemment, au début de l'année 2016, le système DeepMind développé par Google, appelé AlphaGo, a battu Feng Hui, les champions européens en titre de Go. Donc attention pour ceux qui ne connaissent pas, celles qui ne connaissent pas les jeux Go, c'est un jeu qui est différent des échecs parce que c'est un jeu de plateau originaire de Chine. Il oppose deux adversaires qui placent à tour de rôle de pierres, respectivement noires et blanches, c'est un peu pour expliquer, sur les intersections d'un tablier qui est quadrillé. Et le but est de contrôler les plans des jeux en y construisant des territoires. Il faut encercler en fait les différentes zones et à ce point-là, une fois que la zone est encerclée, elle devient du couleur du joueur. Voilà. Donc vous comprenez que ce jeu a à la base un type de raisonnement qui implique aussi des considérations spatiales, dont vous parlez aussi, dans un sens beaucoup plus fort que dans les échecs. Et donc, nous sommes déjà bien au-delà du cas de Deep Blue dont vous parlez, qui a battu Kasparov, épisode mentionné au début du livre. Parce qu'apparemment, et c'est encore plus intéressant, il y a des articles sur Wired si vous êtes intéressé, Feng Hui, il a commenté un des coups de AlphaGo en disant qu'au début, il n'avait pas compris les coups. En fait, il avait dit ça, c'est pas humain. Parce qu'il a dit, j'avais jamais vu un être humain jouer ces coups-là, comme ça. Et après, quand il a compris, son commentaire était beautiful. Donc il faut sérieusement que nous tous commençons à poser les questions qui sont les questions du livre. Donc c'est clair, vous dites souvent que vous n'êtes pas technophobe, et je veux signaler qu'en fait beaucoup de vos notes sont prises par Wikipédia, donc c'est un peu, quand même une intentionnalité collective, donc il y a des cas, c'est encore
disons, encore comme avec les artefacts, il y a des cas où c'est bien de ne pas avoir un cerveau seul, c'est bien d'avoir des cerveaux qui travaillent ensemble. Voilà, je pense que c'est vraiment nécessaire c'est ça encore l'aspect politique du livre, donc de commencer à nous poser ces questions-là qui sont... et donc c'est pour ça que je vous recommanderais fortement de lire le livre pour comprendre quelles sont ces questions-là. Et je veux terminer, je vais citer l'auteur parce que j'aimais bien cette idée. Vous parlez beaucoup de la question de la vitesse de ce monde-là. Vous dites, bon, et je cite, nous devons nous arrêter un moment et réfléchir à cette augmentation de notre cerveau. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, je vous remercie. Non, c'est moi qui te remercie. Merci Valéria. Donc la parole est à Giuseppe maintenant. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour m'inviter à commenter ce livre. Je le ferai en faisant beaucoup de références à des réflexions qui sont les miennes, qui sont communes. Je crois que l'aspect fondamental de cette tentative qui fait partie de tout un projet de Miguel, c'est l'histoire de récupérer une unité du corps dans le monde, dans ces situations, y compris dans ces situations mentales de son être. Et ceci face à une situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes face vraiment aux bifurcations, où on arrive à utiliser ces machines, le ressort d'une puissance extraordinaire, ces machines état discret, en tant qu'outil de communication, pour approcher les différents, pour nous mettre en contact avec la mémoire de l'humanité, à disposition de l'humanité, ou plutôt vont être utilisés pour nous moyenner, par une forme de champ moyen de type physique. On devient tous gris, tous pareils, tout profilés selon cette machine. C'est selon l'usage qui est fait de cette machine. On a vraiment une alternative. En science, c'est très clair. D'une part, on a la possibilité de l'accès au débat commun, comme jamais auparavant. D'autre part, il y a les méthodes bibliométriques, les formes d'évaluation, qui écrasent la singularité, empêchent la diversité dans la recherche scientifique. Et ceci se propose à tout instant. Et la chose que j'aime le plus, c'est quand tu m'as enseigné, je n'y avais pas vraiment réfléchi, quelles méthodes de profilage se font. Et quand tu dis, tu as une marionnette, c'est ça l'essence de cet autisme technologique qui nous a envahis. C'est percevoir comme machine, puisque c'est ça le projet. Et je dirais que là, on nous le dit tout le temps. On le dit tout le temps. Et on dit, on va vous remplacer avec un robot. Accepter n'importe quelle condition de travail, puisque c'est ça le message. J'ai le lu quand on a dit Google Car va remplacer les 700 000 chauffeurs en France. Et on le menace. Or, vous savez, Google Car, il y a 2 hommes à bord. Un qui est prêt à prendre le contrôle à tout instant de la voiture, un autre qui regarde un écran pour voir ce que la voiture voit. Et où sont-elles, le Google Glass, hein? Où sont-ils? Qu'est-ce qui se passe dans tout cela? Il y a une humiliation programmée de l'homme. Et c'est ça qui s'est passé aussi avec Deep Blue et les jeux du Go. J'ai regardé de près. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La chose fondamentale, évidemment, c'est l'effet qu'on a des mémoires qui tous les ans doublent. Pourquoi doublent-elles? Pour des résultats de 86 qui sont absolument remarquables, des physiques, des Fert et d'un collègue allemand qui ont eu le prix Nobel en 2007, qui ont compris que les couches de certains matériaux et ont des formes de supermagnétisation qui permettent des formes de mémoire extraordinaires. Et depuis 1986, on a ce phénomène extraordinaire de la croissance de la mémoire, ce qui permet de produire de plus en plus des gadgets, de plus en plus petits, on met de plus en plus. Évidemment, quand on a un grand ordinateur, qu'est-ce qu'on peut faire face au Go? D'abord, demandons-nous qu'est-ce que c'est les échecs et le Go. Ce sont cette invention extraordinaire des Chinois qui sont vraiment formidables. Ils ont inventé un jeu combinatoire. La combinatoire tellement absurde, tellement grande, vous savez, si vous multipliez, il y a quelque chose comme 10 à la 64 combinaisons possibles, stratégies possibles sur les échecs, je crois que c'est 10 à la 140 pour le jeu de Go. Donc ils ont proposé un jeu où la combinatoire ne marche pas, c'est-à-dire l'exploration des parcours possibles. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes, et c'est ça que les Chinois ont imposé, ont inventé une configuration. Ils ont vu une dynamique de configuration. Les grands joueurs voient des configurations qualitatives et une dynamique de ces configurations. Et c'est quoi ce jeu qu'il fait? Il fait le jeu au cœur de notre invention de la connaissance.
Quand est-ce que le groupe humain, le groupe communicant dans le langage a commencé à connaître le monde? Quand il a levé les yeux vers le ciel, il a vu cette combinatoire absurde des étoiles et il a inventé des configurations qui ne sont pas là. Je ne sais pas quel nom ils utilisaient, mais on a commencé à dire c'est le taureau, c'est la balance, c'est la Vierge, qui n'a pas de sens. Mais il a donné un sens, il a inventé en projetant en configuration. Cette histoire de donner, de forcer un sens par une forme, c'est vraiment le premier geste pour connaître. Et c'est ça qu'on fait sur les échecs, sur l'ego, cette dynamique de configuration. Comment joue-t-elle la machine avec cette mémoire extraordinaire? Par une méthode de Monte-Carlo, 1950, il y a la production des millions de stratégies au hasard, par seconde. Il y a des méthodes de statistiques, comparaison statistique qu'ils appellent deep learning, bonne volonté. Il y a des comparations des structures discrètes de ces stratégies qui produisent des stratégies qui sont moyennes et surtout qui sont la meilleure possible par rapport à celles qui ont été déjà jouées, en mélangeant d'une façon que seulement ces mémoires extraordinaires. La machine nous rappelle que ce jeu est seulement un combinatoire. Donc, efface tout ce qui a été l'invention de se dire, puisqu'on ne peut pas faire un combinatoire, nous les hommes, nous projetons une configuration, nous inventons une dynamique de configuration. On nous rappelle que non, c'est un jeu combinatoire, une machine purement combinatoire peut gagner. Et oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que savoir avec nos formes d'invention, le mythe de projeter des configurations? Et puis, depuis 40 ans, malgré ça, les postes et les banques payent des montants incroyables aux collègues en intelligence artificielle pour qu'ils fassent des systèmes pour reconnaître au tri des lettres les adresses et l'écriture des échecs, puisque travailler dans un tri ou transcrire des échecs sur un ordinateur, c'est monstrueux, il faudrait bien une machine, et ils n'y arrivent pas. Et moi, l'autre jour, j'ai écouté un exposé d'un collègue en intelligence artificielle qui me montrait les photos et nous expliquait comme la machine arrivait à faire presque 80% que lui. Oui, reconnaître les photos. Mais vous savez, il y a un principe général. Nous, les animaux, nous voyons seulement le mouvement. Puis il arrive que les grands vertébrés, comme nous, ont six muscles très rapides autour des yeux qui bougent tout le temps, les saccades inconscientes. C'est quelque chose comme 600 Hz. Or, si on immobilise ce muscle, on ne voit plus rien. C'est-à-dire, nous, les grands vertébrés, on voit seulement le mouvement et on compense quand les choses ne bougent pas avec des mouvements très rapides. Une grenouille voit seulement le mouvement. Or, reconnaître les photos immobiles, c'est bien, mais une aigle voit une souris à 1 kilomètre qui se cache. Si vous lui montrez une photo d'une souris à 1 mètre, il ne le voit pas. Donc ce type, comparé soi-même, habitué à connaître le monde par les photos sur Facebook, à une machine, ben alors c'est vrai. Mais les animaux voient seulement le mouvement, ce qui est tout autre chose. Donc on te dit, toi qui connais le monde sur Facebook, tu peux être remplacé à 80% par une machine. Il y a une autre idée qui me paraît essentielle quand tu dis qu'il faut coloniser la technologie, puisqu'on est en train de faire le contraire. Par la gouvernance, on nous dit. La gouvernance, c'est justement remplacer le gouvernement de la loi par la gouvernance de la règle, où la res technologica remplace la res publica, comme tu dis. La loi, c'est quoi? La loi est interprétée au moment de sa production, est interprétée par le gouvernement, par le juge. La règle est formelle et automatique, comme dans les accords Sarkozy-Merkel. Il est écrit que si un pays fait une transgression du déficit, il y aura un déclenchement automatique, potentiellement mécanisable de la punition. Solution finale au problème des déficits. Les scientismes, c'est ça. C'est demander à la science de comprendre et puis de gouverner le monde par des méthodes d'optimisation potentiellement mécanisables. Mais dans quels espaces, dans quelles valeurs? Là, il y a un point où nous nous sommes rencontrés, c'est que depuis longtemps, j'ai travaillé aussi du point de vue technique et sur le résultat négatif, les limites des théories. Les résultats négatifs, c'est Poincaré qui appelle comme ça un de ses résultats en 92 sur les limites des descriptions équationnelles. Et puis il y en a eu d'autres, il y avait Pythagore. On peut tout mesurer avec un rapport de nombres, c'est une évidence. Un rapport, une fraction, on peut tout mesurer. Eh bien non, la diagonale du carré échappe à ça, résultat négatif. Et là commence la danse de la géométrie d'Euclide. Poincaré
Résultat négatif, l'imprédictibilité intrinsèque dans simple système déterministe, et commence la géométrie des systèmes dynamiques, la physique mathématique moderne. C'est pareil avec Riemann, Gödel, la logique mathématique commence après 31, avant il n'y a presque rien. Ce sont ces résultats négatifs qui démarrent, puisque mettent en bord, disent ce qu'on ne peut pas faire. Et alors, je trouvais, c'était formidable, que Miguel projette cela dans les limites du corps, dans la friction que le corps fait avec le monde. Ce sont les limites de l'organisme, c'est le lieu de la friction, qui est le lieu de la connaissance. Puisque la connaissance démarre par un geste actif, notre cerveau est toujours actif, notre corps est toujours actif. C'est quand les coups qui arrivent interfèrent sur l'activité, sur le geste potensif, c'est l'amibe qui bouge et qui reçoit un coup et qui interfère avec la protension qui a une amibe, puisque l'amibe a une mémoire, une rétention, une protension. Et cette interférence avec le geste potensif qui est l'origine du sens. Évidemment, entre cela et les coups qui arrivent sur le cerveau actif avec ce réseau de 100 milliards de neurones, il y a un abîme évolutif. Mais l'origine du sens est dans l'activité et dans la protension, qui est animale et puis humaine. Puisqu'une chose est claire, qu'en proposant comme modèle du monde, en fait comme monde en soi, il y a toute une filière, Wolfram, les biologistes moléculaires, la grande majorité, c'est des partages logiciels matériels. Cette histoire qu'on puisse extraire des instructions en programme. Non, il y a une radicale matérialité du vivant. Il n'y a que du vivant avec cet ADN, cet ARN, ces membranes. Il n'y a aucune façon qu'on remplace cela par du silicone, sur une structure qui n'est pas de cette matérialité. Tout ce qui est fait, très peu. En biologie de synthèse est toujours fait en prenant un morceau d'un ADN qui existe, le plaçant dans une membrane qui existe, en faisant des combinaisons de cela. Et surtout en ne sachant pas ce qui va arriver après. Il y a là un point crucial de ce geste potensif qui est propre au vivant à tout instant et qui est l'origine du sens. Et qui se couple à quelque chose de très important dans ton texte, qui est cette histoire du désir de l'objet. C'est Eros. Et il y a une composante érotique de la connaissance. Un de mes collègues mathématiciens, Pierre Lochac, le met en évidence d'un geste mathématicien vers la construction qu'il a faite. Ce geste potensif qui est plein de désir de l'objet même, abstrait, résultat d'une activité comme celle des mathématiques. Et là, c'est un enjeu essentiel. Essayer de le remplacer par un système d'écriture, par la règle qui devrait tendre à quelque chose, par le programme, c'est une façon de fourvoyer totalement et de perdre l'essence de cette activité première de l'être vivant, qui est l'activité, et qui, par exemple, est très claire chez Darwin. On parle de Darwin seulement sur la question de sélection, c'est ahurissant. Il y a 3 chapitres sur les premiers 6 qui soulignent l'activité permanente du vivant. Le premier principe de Darwin, c'est descent with modification, reproduction avec modification, l'activité première de la cellule, et puis mobilité. Et donc là, il y a un abîme, mais heureusement, on a ces lieux primaires de ce dualisme féroce qui a été la théorie dominante en biologie moléculaire, la question de l'information du programme, qui nous mène par le dogme central, qui dit que l'information se propage de façon linéaire de l'ADN à l'ARN, aux protéines, au phénotype, a inventé les OGM, qui sont les fils directs de ce dogme. Je vais piloter exactement l'organisme en maniant le programme du système de réécriture. Eh bien non, c'est tout à fait faux. Ça ne marche pas. Il y a des interactions à l'intérieur de l'organisme, la plupart du temps ça ne marche pas. Ça fait 50 ans que tous les biologistes, les généticiens des plantes font des OGM, dans les labos c'est normal, seulement 5 sont arrivés à être de quelque façon vendables. Et chaque fois c'est la catastrophe. Il y a des résultats récents sur le rapport avec le microbiome et les champignons des racines, qui sont des symbions essentiels, où arrive probablement la catastrophe la plus grave. C'est pilotage par la règle, par un logiciel. Et puisque, au contraire, l'animal construit son monde, construit sa niche dans l'interaction, encore une fois dans ce geste potensif, comme tu dis, le cerveau construit le monde, il le coproduit.
il les découpe. Le monde, il n'est pas déjà découpé, qualifié. C'est notre activité qui force une qualification, qui voit les configurations, qui projette les configurations. Cette activité de découpage du réel qui est là, qui fait fiction, qui résiste, qui canalise l'action de connaissance, mais qui présuppose une activité tout d'abord. La connaissance est possible, justement, puisque pas tout est possible, comme tu dis. Et comme j'ai appris de toi, ce n'était pas mon langage, je l'aime beaucoup. Puisque justement, il y a cette friction du monde qui contient, qui canalise, qui empêche et qui démarre à l'intérieur de l'organisme par les contraintes qui sont propres à l'organisme. Un organisme qui a ses caractéristiques d'autonomie, dont celle du temps. Le temps biologique avec ses rythmes que tu soulignes, le rôle de la perception, la connaissance rythmée par ces rythmes internes, cardiaques, de respiration, et qui participent du rapport au monde. Il y a une autre notion que j'ai beaucoup aimée dans ton livre, celle de transduction. Il y a 3 niveaux, je dirais, pas seulement 2, comme tu dis, traduction et transduction. Il y a la codage, la traduction, la transduction. La transduction est justement le coup qui reçoit l'amibe et qui implique une réaction qui est due à son geste potentiel, à son autonomie en tant qu'organisme. Et ça s'applique tout le temps. C'est l'exact contraire de l'histoire qu'on nous a racontée de la stéréospécificité moléculaire et des récepteurs cellulaires, par exemple. C'est quoi cette histoire des récepteurs cellulaires? On nous a dit il y a des correspondances exactes comme clé-serrure dans les interactions macromoléculaires, en particulier sur les récepteurs cellulaires des hormones. Donc il faut que ça colle exactement. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Ces interactions sont largement stochastiques et dépendent par un effet des transductions du contexte et de la cellule elle-même. Par exemple, il y a des très belles expériences, difficiles à raconter, mais enfin, on arrive à prendre une glande mammaire, et on y change la partie extérieure du récepteur qui est sensible, devient sensible à l'érythropoïétine, on fait l'inverse sur des cellules du thymus qui produisent les globules rouges. Et alors, qu'est-ce qui passe? Que quand on balance l'érythropoïétine sur la glande mammaire, elle produit du lait. Et quand on fait ça sur les doigts, on balance la prolactine sur la glande du thymus, elle produit des globules rouges. Donc, le signal chimique est transduit dans ton langage. Il est compris par l'activité et le contexte propre de la cellule. Puis il y a la traduction, comme dans les langages. Il n'y a jamais une correspondance exacte, il y a un sens à transférer. Mais c'est autre chose, c'est pertinent pour les langues humaines, en particulier les langues écrites. Elle est toujours contextuelle, elle est historique, la traduction. Et puis il y a le codage. Le codage, c'est autre chose, c'est la traduction avec un coût bien calculable, linéaire, parfois polynomial, dans des suites de lettres alphabétiques sur des nombres ou de suites de 0,8 sur des suites de 0,1. C'est ça ce qui fait la machine. Et là, c'est l'abîme par rapport à l'écriture. Il y a un abîme, puisque ce qui a fait cette machine, c'est de faire une dynamique de l'écriture. Ce sont des signes qui bougent. C'est ça la révolution. Ce sont des signes qui bougent selon la règle exacte. Parfois, on peut y mettre des valeurs de probabilité, mais il faut dire d'où vient cet aléatoire. Si on l'insère de l'aléatoire classique, de l'aléatoire quantique, sinon, la machine est déterministe et prédictible. Si vous avez une turbulence la plus sauvage que vous voulez sur un écran d'ordinateur, et vous faites restart, elle va faire exactement la même turbulence, puisque c'est une machine à état discret. Elle a un accès exact aux conditions initiales et aux contours. Puisqu'elle fait des transformations de suites discrètes dans des suites discrètes. C'est donc des règles. Dès qu'on a une structure discrète, la causalité disparaît. Ça, c'est une chose qu'a remarqué Riemann, 1864, qui a remarqué James, un grand physicien du début du siècle, qui répète Lotman. Dans une structure discrète, il n'y a pas de causalité. Et c'est ça les grands enjeux de la physique quantique. Ils ont les phénomènes d'intrication qui cassent la causalité. La structure causale sont des corrélations de probabilité. C'est ça la révolution de la physique quantique, des aspects du discret. Mais la physique quantique n'en renvoie pas à une image discrète du monde. Discret veut dire que la topologie naturelle est la topologie discrète. Tous les points sont isolés. Justement, les phénomènes d'intrication l'interdisent.
Et nous avons une machine qui casse la causalité physique, qui n'a pas de champ, pour ainsi dire, hein, puisque c'est un système de réécriture. La notion la plus générale des systèmes informatiques, ce sont des systèmes de réécriture. Ils réécrivent des structures alphanumériques, selon des règles. Et ça change totalement les rapports au monde, puisqu'il devient ce monde de la règle. Le monde dans lequel ces gens comme Wolfram, il y en a d'autres en France, qui racontent que l'univers est une grosse machine de Turing avec son logiciel, qu'à la question comment tombe en poids la pierre de Galilée, puisqu'elle suit des instructions. C'est ça, elle suit des instructions. Et c'est la même chose quand on vous dit comment a lieu l'embryogenèse, eh bien, puisqu'il y a un programme, et le fait selon des instructions. On en est toujours là. Les physiciens, heureusement, ont répondu très bien. Vous savez, la réponse du physicien qui dit comment tombe un grave, un poids, c'est de dire pour des raisons de symétrie, ce qui est très beau, puisque derrière, il y a le principe de conservation, théorème de Noether, la relativité qui unifie inertie et gravitation, et il te dit pour raison de symétrie. Ça, c'est intelligence scientifique. Dire qu'elle tombe puisqu'elle est programmée pour tomber, eh bien, c'est la même chose avec un embryon. Pourquoi se forme-t-il? Comment se forme-t-il? Puisqu'il est programmé pour se former. C'est cette projection de la machine qui est implicite dans cette culture que tout nous présente et tout critique. Et ça, c'est le grand mérite de ton livre. Il ouvre le débat sur des points cruciaux, puisque pose face à cette transformation de l'intelligibilité de la nature, pose la question que devient l'homme, qui est la question essentielle. Et tu le rends accessible à un public très vaste, avec une attitude positive, constructive, en posant la question de comment coloniser et non pas rejeter, utiliser ces machines. Je trouve que par exemple les mathématiques le font bien. Les mathématiciens utilisent désormais pour l'aide à la preuve les ordinateurs énormément, c'est fondamental, on peut isoler des lemmes, des calculs à faire, les passer à la machine, c'est absolument formidable. Et la difficulté, évidemment, quels soient les lemmes totalement formalisables, ça c'est indécidable. Donc c'est un peu au pif du mathématicien deviner qu'il peut donner effectivement lemme, et souvent ça ne marche pas. L'histoire de la preuve automatique, totalement automatisée, ça n'existe pas. Ça fait 40 ans qu'il y a des machines qui crachent milliers de théorèmes par jour, et c'était pas tant. Moi, il y a 15 ans, je me suis dit, bon, tôt ou tard, on aura un théorème intéressant. Et il n'y en a pas un seul. Puisque comme disait un de mes maîtres en mathématiques, l'important en mathématiques, c'est de comprendre quels sont les théorèmes que ça vaut la peine de démontrer. Et là, c'est encore presque érotique. C'est ce rapport à la connaissance, très difficile à acquérir en mathématiques, qui est la passion de la connaissance. Ben oui, cet éros qui est présent dans ton bouquin devrait être presque plus, puisque dans son sens de passion, mais au sens dans le cas spécifique, il est très présent. Il est par exemple chez Turing, le jeu de l'imitation, c'est quoi? Il ne faut pas oublier. Il y a un homme, une femme, un interrogateur qui doit faire la différence. L'homme est remplacé par une machine et il doit comprendre lesquels est la machine et quel est l'homme. Évidemment, c'est le questionnement de Turing qui sait qu'à tout instant la police peut lui demander « Es-tu un homme ou une femme ?» Et lui il dit « Je peux faire répondre une machine à cette question. » Mais il est très modeste. Il dit « Dans 50 ans, si le jeu c'est sur Teletype, on ne peut pas toucher par exemple. On peut pas. Mais c'est sur Teletype, et si les jeux ne durent pas plus que 5 minutes, la machine pourra gagner 30%. C'est pas mal, c'est très modeste. Moi, j'ai une vaisselle très très intelligente, parfois je me pose la question, peut-être qu'il y a un petit bonhomme derrière, enfin, 30%. Si vous pensez ce qu'il nous a raconté après, hein, Blade Runner 82 fait avec l'aide de beaucoup d'illustres collègues d'intelligence artificielle, il disait en 2019, il y a des androïdes qu'on ne peut vraiment pas faire la différence. Il faut regarder dans les yeux très, très attentivement pour comprendre. Et il y a un androïde, non c'est une femme, c'est peut-être une gynécoïde très très belle. Et Harrison Ford passe des nuits formidables avec elle. Comme test de Turing, c'est pas mal. Enfin, et il ne voit pas la différence. Ça lui va très très bien. Non?
Et ben, elle est une très belle femme, il faut dire. Mais c'est une femme, c'est pas un gynécoïde. Mais ça continue. Ça paraît à la fin. C'est pas sûr. Ça continue avec Hare. Je ne sais pas si vous avez vu Hare, il y a ces systèmes d'exploitation qui est la maîtresse de cet homme dans son immense solitude. C'est un très beau film. Et qui s'en sort d'une façon très fine, que moi je considère gödelienne. Puisque, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je vous raconte un peu qu'est-ce qu'il fait. Gödel, l'audace de Gödel, c'est de codifier la métathéorie hilbertienne dans la théorie. Par quoi elle nous dit? L'arithmétique est une théorie si puissante qu'elle peut encoder sa métathéorie, c'est-à-dire le langage dans lequel je parle de l'arithmétique. Mais en même temps, elle dit, la métathéorie, la logique formelle hilbertienne est tellement misérable que je peux la coder dans l'arithmétique. Et Hare fait ça. Comment ça tout s'écroule? À la fin, quand elle dit à cet homme pareil, elle lui dit, mais oui, effectivement, moi j'ai des amants, j'en ai 4527. Et en ce moment, je suis en train de faire l'amour avec 437. Et alors, elle est en train de dire, moi je suis tellement puissante que je peux faire l'amour avec 437 personnes en même temps. Mais c'est-à-dire, ma façon de faire l'amour est tellement misérable que je peux l'encoder dans mon système à état discret. Donc, ces gestes protensifs fondamentaux, et qui tu arrives à mettre très bien avec le rapport à la souffrance, la douleur, l'animalité, l'humanité. Pensez par exemple qu'au Japon, il y a ces shows, ce petit chien de Sony, qui est très sympathique, il est formidable, qui a un succès énorme. Il remplace les animaux, mais c'est très commode, vous comprenez, vous devez sortir, vous l'éteignez. Pas seulement, mais surtout, il ne fait pas caca. Et donc, mais quel rapport à l'enfant avec ce jeu qui peut écarteler, qui ne fait pas caca, lui qui aura un jour un bébé. Il ne mord pas. Il ne mord pas non plus. Oui, lui, un jour, il aura un bébé qui va faire caca, puisque les bébés font beaucoup de caca. Absolument, je suis au courant. Oui. Mais voilà, donc, et cette projection d'un monde de ce type, maintenant je vais utiliser ton langage. Je pense qu'un monde où les chiots et les bébés ne font pas caca est un monde de merde. J'ai bien appris. Hein. Ça fait 15 ans que j'étudie Giuseppe et je peux dire un tas de choses. La seule chose qu'il a appris de moi, c'est le langage. Ben voilà, je voulais terminer avec une citation de Merleau-Ponty. Une ontologie qui passe sous silence la nature, s'enferme dans l'incorporel et donne, pour cette raison même, une image fantastique de l'homme, de l'esprit et de l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Bon, on se sent mieux après vous avoir écouté, parce que là on a bien compris le message que vous partagez tous. Tout n'est pas possible, contrairement à ce que nous disent tous les fous. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle que l'éditeur a fini par comprendre. Même moi j'ai compris, donc vous voyez. C'est génial. Oui. S'il y a un débat, c'est le débat. Oui. Il y a un débat. Je vais me lever. En fait, moi. Parlez dans le micro. Oui, il y a ce micro-là. Ah, d'accord, peut-être. Voilà, oui, bien sûr. C'est la technique latino-américaine, mais il y a de tout. Voilà. Merci. Bon, je n'atteindrai pas votre niveau de, disons, de pratique philosophique parce que je vais partir de mon expérience de terrain où, d'une part, je suis dans le mouvement des chômeurs, des précaires, contre la souffrance au travail, et je vois à quelle vitesse hallucinante nos gens qui sont dans emploi précaire, entre emploi précaire et chômage, ou qui essayent d'ouvrir des droits pour le RSA ou qui veulent inscrire leur enfant à la crèche, sont tous maintenant obligés de se numériser. Donc c'est numérisation obligatoire, contrôle biopolitique renforcé, culpabilisation. Ben, il y aura beaucoup moins de chômeurs, Hollande va pouvoir pavoiser parce que tous ceux que je connais dans ma banlieue populaire, 80% n'ont pas Internet ou ne savent pas s'en servir, donc ils vont disparaître des chiffres du chômage, mais c'est bien pire que ça, c'est une transformation en profondeur. On leur demande, et ça n'est pas légal, Internet n'est pas obligatoire, ils perdront tous leurs droits sociaux qu'on s'est battu pour avoir et qu'on est en train de perdre, parce qu'ils n'auront pas d'ordinateur ou qu'ils n'auront pas de quoi payer un cybercafé. Bon, ça c'est mon premier point. Culpabilisation, ça sera de leur faute. Ils n'arrivent plus à se gérer. Normalement, un chômeur, il se gère lui-même. Il trouve son boulot lui-même, sinon c'est qu'il est vraiment nul. Deuxième point, je suis en train de terminer un livre que j'appellerai « De la médecine labo
à la réappropriation de son corps. Là, je m'amuse d'ailleurs parce que tous les jours, je fais un chapitre de plus très court. Hein. Tous les jours dans les journaux, il y a un scandale médical. C'est passionnant, c'est vraiment hilarant, mais c'est en même temps très effrayant. Donc là, s'ouvre un immense marché, un marché génial pour les laboratoires qui sont quand même un peu en panne, les antibiotiques ça ne marche plus. Donc là c'est génial, il va y avoir la santé programmée, en fait tout ça. Donc là, ces nouveaux marchés, je suis entourée de gens, y compris dans ma famille et mes amis, qui ont failli mourir ou qui sont morts de l'excès de médecine des laboratoires. Bon. Et je terminerai juste, je ne veux pas être trop longue. À 18 ans, j'ai eu la chance extraordinaire de passer 2 mois aux États-Unis, au carrefour du Colorado, du Nouveau-Mexique, avec des Zuni, avec des Hopis, avec des Apaches, avec des Navajos. J'en ai encore la bague et surtout, ça m'a marqué à vie. Je voyais les medicine man rentrer dans les tipis. Nous, on chantait dehors, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, du coucher du soleil jusqu'au lever du jour. J'ai vu autre chose comme civilisation. Et ces gens-là, figurez-vous qu'ils n'avaient pas d'État, ils n'avaient pas besoin de 49.3, ils n'avaient même pas d'élus, ils n'avaient même pas de parlement, ils n'avaient même pas d'armée. Bon, ils m'ont transmis quelque chose d'indicible. Notre civilisation est moribonde ou mortifère. Bah, peut-être, il faudrait peut-être aller voir comment ils font. Et il y a un point par rapport à votre intervention, je voulais juste être bon, d'abord, c'est pas étonnant qu'on arrive à les coloniser parce qu'ils passent leur temps à chanter matin et soir, sincèrement. Vraiment, avec tout le respect que je dois, mes compatriotes indiens quand même, bon enfin, s'ils passent leur temps à chanter. Bon. Mais par rapport à ce qui est un point un peu plus moins sérieux de ce que je viens de dire, au fait, dans deux travaux précédents, non, que c'est médecine et biopouvoir, j'avais fait des petites enquêtes par rapport à un fait des sociétés majeures dans la perte de sens, non, qui est comment tout ce que la technique rend possible à très court terme devient obligatoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, alors j'avais fait par exemple une recherche très fastoche à faire hein, dans Paris, seulement Paris intramuros, sur la naissance rarissime des enfants trisomiques, n'est-ce pas? Et alors donc, le problème c'est que c'est pas un mystère. Hein? Devenu rarissime. Devenu rarissime des enfants trisomiques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tous les analyses prénatales, qui médicalisent la grossesse des femmes, n'est-ce pas, qui colonisent, hein, là où on a une pratique concrète de colonisation du vivant par la machine, de façon que ça va de soi, n'est-ce pas, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas possibilité. Bon. Alors, les analyses prénataux font qu'effectivement, comme on peut déceler des malformations, etc., pourcentuellement en général, il y a tant de pourcentage de possibilités, c'est probabilistique en général. Bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour une femme qui est informée de tel pourcentage de danger, de telle malformation, au nom de quoi cette femme, elle va dire je continue ma grossesse en avant. Alors peut-être elle va le suivre au nom de X choses. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et demain ici? Eh bien, d'accord, vous pouvez au nom de n'importe quelle chose continuer votre grossesse. Mais comme vous avez été averti, aucune mutuelle vous payera les soins de cet enfant qui parce qu'il a un problème, ça coûtera très cher, vous comprenez? Et pire encore, vous avez dit le mot culpabilisation, bien entendu, elle sera culpabilisée parce que dans les pays dans lesquels il y a encore des sécurités sociales, eh bien, cette femme qui, au nom de va-t-on savoir quel obscurantisme, continue sa grossesse, malgré la probabilité d'avoir un enfant mal formé, eh bien, elle est la cause, voyez, des trous de la sécurité sociale. Donc, il y a quelque chose, il y a très peu de temps, comme moi, je n'étais pas au courant, je voyais que les gens, j'ai travaillé pendant 30 ans en psychiatrie, alors je pensais que les gens étaient devenus un peu psychotiques et qu'ils parlaient seuls dans la rue en se tenant l'oreille. Et il y a peu de temps, j'ai appris qu'il existait des téléphones mobiles, non? Mais je ne savais pas trop ça. Et alors donc, je faisais très attention de ne pas parler dans la rue en me tenant l'oreille. Il y a très peu de temps, j'ai appris que par exemple, pour louer une bagnole, si on n'avait pas de portable, on ne pouvait pas louer une bagnole. Alors, c'est vrai que je ne suis pas un chauffeur comme ça, fantastique, mais j'ai du mal à voir quelle est l'interface entre la bagnole et les portables pour le conduire. Mais je dû donner un 06 pour louer la bagnole. Non? Alors, je ne sais pas qui ils ont appelé quand j'ai eu mon accident.
Mais bon, bref, tout ce que la technique rend possible devient inévitablement obligatoire. Donc la technique, la technoscience, devient un foyer de normativité, comme l'a dit Giuseppe, qui s'en fout de ce que je dis maintenant. Et il n'écoute que quand je dis des gros mots. Et alors, comme l'a dit Giuseppe, effectivement, il y a quand même un problème parce que les valeurs, n'est-ce pas, ne sont plus produites d'une façon conflictuelle, voyez, et légale, quoi. C'est-à-dire, c'est un produit simplement parce que ce que la machine rend possible va devenir en valeur sociale. Voyez. Alors, là, il faut encore, effectivement, il ne s'agit pas d'être technophobe, parce que l'hybridation est irréversible. Il s'agit de comprendre comment nous devons nous donner des pratiques transgressives pour coloniser la machine, n'est-ce pas? Parce que l'homme, malgré ce qu'il croit défendre notre ami Jean-Michel Besnier, n'est-ce pas, qui attaque la technique depuis une position humaniste. Moi, je pense que nous, au contraire, nous sommes dans un pivot évolutif terrible, avec extension d'espèces, etc. Et que la question, c'est quelle gueule aura le nouvel organisme, vous voyez, qui certainement sera hybridé et un réseau avec des machines, des cerveaux, des corps, des écosystèmes, vous voyez. C'est-à-dire que c'est évident que s'il y a quelque chose à construire, défendre, imaginer, c'est le nouveau contour de l'organisme. Et non pas regretter, parce que bon, ça... Écoutez. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, en fait, je n'ai pas dire autre chose, mais là, sur ce que vous dites, en gros, vous voulez travailler à l'acceptabilité, c'est-à-dire que c'est inévitable, donc il faut faire qu'on colonise la machine plutôt que le contraire. C'est pas mon opinion, je croyais qu'il y avait un autre discours précédemment, et je pense que ça fait partie des ambiguïtés typiques de cette question. Je pense qu'en fait, la place de la technique, il faut la questionner. Opposer les technophobes aux progressistes, c'est vraiment une pensée très binaire, je dirais. Et je pense que, comme pour moi, c'est méprisant. Il y a eu des choses qui ont été dites par M. Longo, j'étais d'accord avec presque tout, mais quand même, quand il dit les OGM, ça ne marche pas, 80% du soja sur Terre est OGM. Donc dire ça ne marche pas, c'est le genre de truc, on y croit. Moi aussi, ça fait 18 ans que je milite contre les OGM. J'ai fait un livre sur le sujet, 3 auditions parlementaires. Je suis pas pour. C'est juste que dire ça ne marche pas, c'est pas vrai. Vous avez envie que ça ne marche pas. Malheureusement, ça marche. Mais le problème, c'est que ça marche dans une certaine vision de la vie. Et c'est pareil sur plein de choses. Il a été dit aussi, oui, mais ça ne fera pas la vie. Ça fera un ersatz de vie. Que cet ersatz ne vous suffise pas et ne me suffise pas, on est d'accord. Mais mettons alors des mots sur ce qu'on est prêt à accepter d'abandonner et de ne pas abandonner. Parce que si jamais on accepte le principe de se faire coloniser parce qu'on n'y pourra rien, parce que de toute façon on ne peut pas être des technophobes, je pense que la réflexion sur la technique, ou plus exactement le mot technique ne me semble pas bon, je préférerais un tout petit peu système technicien, mais je préférerais encore largement la notion d'utilitarisme du MOS et de Jean, enfin vous connaissez Jean-Alain Cadier. Je trouve que cette critique-là est bien plus intelligente. Mais je pense qu'il ne faut pas l'accepter par principe et juste travailler à son acceptabilité. C'est un effet de vaseline qui ne suffit pas vraiment comme politique. Bon, j'ai d'autres choses à dire, mais je vais laisser d'autres personnes parler. Vous voulez réagir? S'il est payé par les labos, il devrait continuer. Hein. Non, c'est intéressant. Non, par rapport à les OGM, bon, d'abord notre position plutôt est non pas l'acceptation ou le refus, mais c'est ça que nomme, ils ont eu la gentillesse de reprendre mon mot, qui est coloniser la technique d'une façon organique, n'est-ce pas? Bon. Et par rapport aux OGM, puisque vous êtes spécialiste, vous savez très bien qu'est-ce qui se passe chez nous, en Amérique latine, avec les énormes extensions. En fait, ça ne marche pas à long terme, parce que ce qui se passe, c'est que nous voyons aujourd'hui avec la stérilisation des terres, par exemple, avec, bon, sans parler des dégâts collatéraux, non, les cancers pour les mômes et tout ça. Et donc, c'est... J'ai honte même de dire, je le dis entre guillemets, des dégâts collatéraux, non, parce que c'est quand même une épidémie de cancer, des problèmes. Alors, des malformations, bon. Alors,
au fait, moi je crois sincèrement que la fuite en avant utilitariste, bien entendu, que c'est l'idéologie qui s'ignore, n'est-ce pas, dans la technoscience. Cette fuite en avant, moi je ne l'attaque pas idéologiquement, je l'attaque parce que c'est non viable. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est non viable. C'est-à-dire que si on continue dans ce sens-là, effectivement, alors on peut construire un ersatz de vie, comme vous dites. Mais le problème, c'est que l'ersatz de vie, c'est ce dont parle mon compatriote Bioy Casares dans l'invention de Morel, hein, qui est un monde, voilà, d'ersatz de vie. Non? Alors, effectivement, c'est-à-dire, dans ces possibles-là, c'est pour ça que je finissais avec cette évocation de Socrate, n'est-ce pas, quand on dit, le problème, c'est que on est en train d'aller vers la grande mort parce qu'on ignore de quoi il s'agit. On ignore de quoi il s'agit. On ignore, par exemple, effectivement, quand on peut, je suis d'accord avec toi, bien entendu, qu'on ne peut pas modéliser le neurone. C'est-à-dire que, et même les problèmes des chercheurs, des collègues, etc., c'est qu'ils ignorent que dans leur modélisation, aussi dynamique qu'elle soit, non, eh ben, ce n'est pas le neurone dont il s'agit. Et leur problème, c'est justement ignorer que les modèles... entre la carte et le territoire, le problème, c'est que jamais personne, même en voyageant dans la carte, a ignoré que la carte, ce n'est pas le territoire. Aujourd'hui, il y a quand même un mouvement dans lequel on dit certaines cartes sont les territoires. Bon. Alors, le problème, donc, là-dedans, c'est que, par exemple, par rapport à la modélisation des circuits cérébraux, la vérité, c'est que oui, que nous pouvons, par exemple, couper chimiquement une dépression mélancolique. Et on le coupe. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'une dépression mélancolique a un soubassement matériel que je peux couper là. Et je ne vois pas pourquoi je ne couperais pas, parce qu'une dépression mélancolique est une souffrance terrible qui finit souvent avec la mort ou une vie merdique. Bon, très bien. Le problème, c'est que nous connaissons des choses à niveau des circuits. Le passage aujourd'hui, c'est qu'on dit la chose n'est pas autre chose que le circuit. Vous comprenez? Alors, bien entendu qu'il y a des circuits que je peux identifier quand quelqu'un est dans un processus d'amour. Et c'est vrai que, par exemple, si je coupe ces circuits-là, c'est vrai, la personne peut-être ne peut plus continuer avec les sentiments amoureux. Mais grosso modo, d'un point de vue scientifique, dire ça, c'est comme si la personne qui est en train de tomber amoureux reçoit un coup de batte de baseball sur la tête, le plus probable est qu'il ne soit plus amoureux. Vous comprenez? Parce que, bien entendu, je coupe les circuits qui interviennent dans le soubassement matériel, mais nous, on n'est pas dualiste, on est moniste, n'est-ce pas? Alors, on se dit, bien entendu, qu'il y a des circuits matériels et contextuels et environnementaux qui interviennent dans l'émergence, pour dire un mot que j'aime pas trop, mais bon, pour l'émergence, l'existence, disons plutôt, des sentiments amoureux. Mais vous comprenez que notre civilisation est en train d'aller, dans tous les cas, dans la clinique neurologique et psychiatrique, c'est fait. Hein, va vers une civilisation qui ne peut pas faire la différence entre une connaissance toujours partielle des circuits qui interviennent dans l'amour, dans les choix éthiques, dans la dépression, ne peut pas faire la différence entre les circuits matériels qui interviennent et la chose. Parce que dans Her, non, dans le film où le mec tombe amoureux de son téléphone, eh bien, bien entendu que tu peux par profilage et par performation sauvage, parce que les choses marchent dans une civilisation qui est déjà assez disloquée. C'est un autre sujet que je travaille. Bon. Mais bon, admettons qu'on arrive à éveiller, à déclencher les circuits qui produisent les sentiments amoureux, les sentiments de joie chez quelqu'un. Mais le problème, reste entier. Parce que la joie, l'amour, la tristesse ne peuvent pas se réduire aux mécanismes matériaux qui interviennent. Alors, c'est un problème majeur de notre culture, vous comprenez? C'est-à-dire, les mécanismes matériaux qui interviennent, on est tellement ébloui par ce qu'on trouve, et qu'il faut encore garder une distance, comme dirait la place toujours infinie avec la chose, n'est-ce pas?
Et ça, c'est un problème parce que c'est vraiment un problème de perte des civilisations, de perte d'essence, n'est-ce pas? Voilà, c'est là où mon bouquin, effectivement, il est politique dans ce sens-là, parce qu'effectivement, je me dis, non, ben, quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui, au moins, il faut être au courant, quoi. Vous imaginez par rapport au bouquin, la petite recherche pour les bouquins de médecine et biopouvoir, quand, tout à coup, personne ne décide, mais la technique rend possible éviter la naissance des nains trisomiques. Non. Bon. Vous imaginez si ici, à côté, à l'Assemblée nationale, un député d'extrême, extrême droite disait les trisomiques ne feront plus partie de l'humanité. On les brûle sur leur place. Ça va venir. Mais en revanche, non, ça ne va pas venir parce que personne ne va faire une loi là-dessus. Non, justement, c'est fini la loi. L'eugénisme, c'est la faute à personne. Vous comprenez? Il y a un eugénisme qui va de soi parce que la technique rend possible, vous comprenez? Et ça devient obligatoire. Ah oui, c'est ça. C'est l'eugénisme de marché. Mais absolument. L'eugénisme à derrière, c'est pas la faute à pas de chance. La logique du marché. Moi j'ai Non, tu interrompu voulais une dire. conférence intitulée L'homme transgénique des possibilités infinies. C'était filmé par envoyé spécial et le commentaire après c'est que nous étions violents et antidémocratiques, sachant qu'il expliquait qu'il était bien de faire des humains génétiquement modifiés. La personne s'appelle Jean-Christophe Veil, il a encore parlé récemment avec Étienne Klein, conversation. Par contre quand vous dites la joie ne peut pas se réduire à l'aspect matériel, j'aime énormément... Au circuit neuronal, je veux dire. Voilà. Eh bien ça je suis pas d'accord. Il y a plein d'exemples comme ça, d'affirmations qui sont typiques du genre il n'existe pas de gène de la monogamie ou de... Eh bien il faut ceci. Non, ça je sais pas. Oui, mais c'est juste pour vous dire que dire ça n'existe pas, c'est la même chose que les spirites. Non, je n'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit, c'est que culturellement, les humains reconnaissent comme la joie a certainement un composant des circuits neuronaux, mais ne peut pas se réduire à ça. C'est tout. C'est un tout petit peu ce que dit Borges quand il dit je peux donner à un singe éternel une machine à écrire, il n'écrira jamais les Quichottes, parce que les Quichottes, ce ne sont pas les lettres qui les composent. Ça ne peut pas se réduire à ça pour vous, mais si jamais on fait que vous soyez heureux avec une pilule, eh ben, il y a plein de gens qui s'en satisferont. Mais ce n'est pas, mais il n'y a aucun doute. C'est pour ça que mon cabinet il est de plus en plus vide. Parce que ça, ma femme n'arrête pas de me dire, Miguel. Il va y avoir une étude sur la subjectivité. Est-ce que justement ça n'apporterait pas un petit peu un éclairage sur ce que vous venez de dire? La joie, l'état amoureux, c'est Prendre le tout micro, ça est subjectif. attendez, Donc, il est allumé. Est-ce que... Quel espoir on peut avoir de ces recherches? Il est allumé. Parce qu'on l'a bien entendu là-bas. Vous pouvez reposer votre question. Non, vous pouvez reprendre la question. Oui, que Non, mais Valéria va la répéter. parler en fait de la question de la subjectivité et que l'espoir on a d'expliquer un peu quelque chose comme par exemple l'amour à ces termes-là. Mais alors moi je ne connais pas trop ce qui est fait sur l'amour en particulier en ce moment. Moi, je dirais c'est je vais utiliser information de l'essence. Bon, disons, je pense que c'est une information en plus qu'on peut peut-être utiliser. On peut insérer dans de ces traitements. Je pense aussi à toute la recherche que je ne connais pas personnellement, mais je la connais par un collègue sur les gènes, en fait, les rapports entre information génétique et comportement. Il y a une peur du déterminisme, donc l'idée, bon, si on va vraiment coder l'ADN d'une manière qu'on va nous dire quel type de comportement nous serons plus ou moins, nous serons, disons, plus ou moins disposés à certains comportements, mais pas vers d'autres, ça peut... Mais quand on parle avec les chercheurs, au moins avec la collègue que je connais, c'est une information en plus. En fait, elle est psychiatre, donc elle dit c'est pas ça, c'est pas tout simplement en plus. Ces types de des gènes peuvent ne s'activer pour des raisons liées à l'expérience. Mais par exemple, elle travaille en particulier sur l'addiction, Et là, énormément, c'est vrai que si on peut arriver à penser qu'il y a quelqu'un en fait qui vraiment a du mal à ne pas se droguer parce que c'est quelque chose qui est quand même une disposition pour laquelle il y a quelque chose de plus disons, fondamental, de plus lié vraiment à son propre. Donc je pense que c'est une information en plus qui ne va pas être explicative
Mais quand même, elle va donner quelque chose aussi sur lequel travailler pour les psychiatres. Je suis tout à fait d'accord avec ta collègue. C'est une information de plus qu'il ne faut pas négliger. Simplement, il ne faut pas que cette information devient l'amour, l'addiction. Voilà. Tu vois, c'est quelque chose qui arrive en permanence. Par exemple, dans la clinique, bon, il y a quelques années, Sarkozy avait demandé qu'on fasse des tests pour identifier les enfants de moins de 3 ans ou de 3 ans, les tendances délictives des enfants de moins de 3 ans. C'est pas de 3 ans. Nous ont demandé à des gens qui ont travaillé en pédopsychiatrie. Bon, moi, j'avais trouvé une méthode, je vais raconter à quelques amis. Je mettais mon portefeuille sur le bureau, je me retournais. S'il n'était pas là quand je me retournais, je faisais tendance délictive. Mais bon, c'était pas comme ça. Effectivement, en plus, s'il s'appelait Mohamed, c'était déjà aggravant. Bon. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est pareil avec la Ritaline, vous voyez, l'hyperactivité. Jusqu'à un certain moment, un môme hyperactif était un casse-couille. Ça note, c'est un gros mot. C'était un casse-couille. Mais un casse-couille, c'est du sens, vous comprenez? Un casse-couille, c'est du sens, ça signifie des choses, vous voyez, d'accord. Alors, admettons qu'effectivement, dans la recherche biologique, on trouve un élément que je ne pense pas que soit les déficits en dopamine. Je pense quand même que là, c'est un peu n'importe quoi. Mais admettons qu'on trouve vraiment une ligne biologique qui fait que le môme, il est surdéterminé biologiquement pour être hyperactif. Je pense qu'il faut utiliser cette molécule-là, mais il faut l'utiliser dans le contexte de resignification. Parce que si moi, quand les mômes se bougent beaucoup, je les mets de la Ritaline. Quand ils ne vendent pas, je leur donne des comment ça s'appelle, des Viagra. Voilà. Quand ils dépriment, je leur donne des Prozac. Voilà. Quand, vous voyez, le problème, c'est qu'il y a quelque chose là de ce que nous nommons la culture, l'humanité, qui est perdu. Vous voyez? Alors donc, c'est là où je dis, on n'est pas technophobe. Simplement, il y a là un vrai combat, hein, pour parler en ce terme-là, qui est quand même de capturer ces connaissances-là dans une contextualisation de sens. Non. Et aussi sans jeter, disons, à la poubelle la pratique de, par exemple, la psychiatrie, qui a donné quand même des résultats pendant des années. Mais ta collègue, ta copine qui doit être jeune psychiatre, le problème est le suivant. Si toi, en utilisant les manuels de diagnostic faits par Big Data, si toi tu te gourres et l'autre se balance par la fenêtre, toi tu utilises Big Data, tu vois, c'est-à-dire donc, no problem. Si toi tu as fait comme nous les vieux, tu fais un diagnostic qui est en Paris, tu vois, tu dis, effectivement, non, mais allez-y quand même, tu vois. Comme le vieux cardiologue qui dit, vous allez faire un infarctus, monsieur, mais surtout n'arrêtez pas de fumer. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il voit là, il fait un pari. Si toi tu te gourres en faisant un pari, bah, tu vas en tôle. Alors tu comprends, c'est là le problème, c'est-à-dire qu'elle est bien méritante, cette jeune psychiatre, de vouloir incorporer ça comme une information de plus pour faire un diagnostic pari. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la médecine, d'abord, Big Data t'écrase, tu vois, tu te dis, mais au nom de quoi je vais la ramener moi, tu vois. Et deuxièmement, il y a tout le problème, tout bêtement, bassement économique des assurances, que si tu te gourres en faisant un diagnostic Paris... c'est toujours vrai. Bon, non, parce que Giuseppe voulait intervenir. Non, c'est pour rappeler l'historicité de ces découpages d'attitudes mentales que nous pouvons avoir, pareil, d'amour, de conscience. Il y a ce très beau livre de James sur le passage qui se fait entre l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade, il n'y a pas de jeu, de personne, moi. Il n'y a même pas de corps. Dans l'Iliade, il y a cette merveille dans le théâtre où on dit les bras tapent dans la bataille, les pieds s'enfuient, le cœur bat très fort. Il n'y a jamais les corps dans son unité, il n'y a jamais une histoire en première personne. Et dans l'Odyssée, au contraire, il y a Odyssée qui pense, dit ah, qu'est-ce que je vais faire, je fais ceci, cela, mais pas seulement lui, aussi quand il se pose le problème. Est-ce que je vais le prendre, lui, ce type, sur la plage, l'emporter? Il y a un passage extraordinaire qui se fait. Et ceci, j'essaie de l'expliquer, puisqu'il y a l'invention de l'écriture. Les hommes ont vu la pensée, ont vu l'invisible, le langage, ils l'ont vu, il est là.
il y a un changement radical dans la conscience des hommes. C'est dire donc les sentiments éprouvés autour de la conscience, mais c'est le résultat d'un parcours historique, ça s'est construit. Quelle était la conscience d'un esclave égyptien 4000 ans avant Jésus-Christ? Conscience du jet, l'esclave égyptien, mais si les protagonistes de l'Iliade n'en ont pas. Et l'empathie, par exemple, les pharaons, quand ils voyaient milliers de gens mourir, l'empathie, il était le fils du soleil, le soleil, ça tape là. Et ça veut dire quoi, parler de ces termes, les découper au point de les enraciner dans un cerveau? Quand il y a une formation historique, ça veut dire quoi, un sentiment d'amour? Est-ce que, et pour un fondamentaliste de toutes les religions monothéistes ont un gros problème avec les femmes, et dans certains moments, ce problème devient féroce. Pour ces hommes-là, le rapport avec femmes, l'amour, l'activité cérébrale, ça veut dire quoi? C'est le découpage même de ces valeurs qui n'a pas de sens, et sinon par une histoire du contexte dans lequel on est. Donc, arriver à les projeter dans une prétendue objectivité neuronale, ça me paraît la pure folie. Évidemment, ce n'est que de la matérialité, ça je m'en doute pas, je n'ai dit que ça, sur les vivants. Donc, évidemment, il y a c'est réel, matériel, mais le découpage qui se fait est entièrement historique. Eh ben merci, mais non, malheureusement, je crois qu'il va falloir qu'on arrête parce qu'il est déjà 11 h.